Pauvre vieux. Ça va, Gisbert? Oh là là. Oh, le pauvre. Attends, tu nous as fait peur, là. Ça va très bien. Ça va? Oui. Serge, est-ce que tu peux nous faire un replay? Parce que c'est vraiment incroyable qu'ils s'en soient sortis, franchement. Ah, putain! Oh non, non, oh là là! Comment ça va, France? Très bien. Ah ouais? Cette émission rend increvable. C'est là qu'on voit que l'ascenseur social est bloqué. Hein. Bon, ça va, on peut y aller? Ouais, c'est bon. Et maintenant, c'est l'heure du brief de l'invité. Alors, cette semaine, nous devions recevoir Michel Drucker, qui est couché. Bah oui, c'est Il y a normal. trop de cas d'accidents dans cette émission aujourd'hui. À son âge, C'est vous des seriez accidents couché aussi, industriels. Raquel. Bon. Vous en pensez quoi de Michel Drucker, vous? J'ai trouvé le livre très intéressant. Ouais. Et surtout, je l'ai plaint à des moments... Parce que, bon, il y a des très bonnes petites idées, les textes d'Aznavour, notamment, qui sont formidables. Mais je l'ai plaint énormément, c'est la partie où il raconte ce qu'il mange le soir. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit se faire chier? C'est ce que lui a dit Johnny. Un jour, il a expliqué à Johnny Hallyday comment il vivait. Johnny lui a dit « Quelle vie de con !» Sacré Johnny, si tu nous regardes, ça c'est Drucker le fait, ça. Ah oui, oui. Si tu nous regardes, le problème de Drucker, c'est qu'en fait, c'est toujours, si tu nous regardes, ils sont tous morts. Charles, si tu nous regardes. Bon, Monia, alors, vous en pensez quoi de Michel Drucker? Moi, j'ai beaucoup d'empathie. Je suis toujours touchée par les méritocraties d'enfants d'immigrés. On est Donc ça, d'accord, je suis touchée. on est d'accord. Et après, vous savez, comme dans la musique, il y a les Beatles et les Rolling Stones. C'est-à-dire les Beatles, les enfants sages, et les Rolling Stones, les plus punk. Dans la télé, il y a vous. Et il y a Drucker, donc il y a le punk et il y a celui qu'on peut présenter à nos parents. Nos destins se sont croisés. C'est ça. Michel s'est hardissonisé et je me suis druckerisé. Donc aujourd'hui, on est comme ça. Gilles William. Il a bercé mon enfance. Ouais. Oui, quand tu étais petite, il est déjà là en noir et blanc, Michel. Ben oui. Ouais. Et je pense que c'est un vrai gentil et son bouquin est très intéressant. Ouais, donc le livre est bien. Je suis très pressé de le rencontrer. Et dès qu'on le réveille, il arrive. Ouais. Raquel. Mais moi, je suis très impressionnée par lui et par sa longévité à l'antenne. Ça force le respect parce qu'on est dans un monde qui bouge si vite. Tout est dans l'immédiateté, une actu chasse l'autre, il y a une sorte de bruit permanent, de capharnaüm. Et puis il y a des choses qui restent stables, qui viennent comme de la profondeur du temps. Ouais. Et il y a Michel Drucker, je suis ravie qu'il soit avec nous ce soir. Oui, Michel. Ouais, Pierrot, vous connaissez Michel Drucker? Moi, j'ai pas encore eu l'âge de regarder ses émissions, mais ça va certainement venir. Comment tu te la pètes? Mais comment tu te la pètes? Dans 40 ans, vous aimerez Michel Drucker. Grossier. Oui. Non, pas du tout, mais j'ai une vraie tendresse pour Michel Drucker mais je vais dire comme Gilles William, donc ça va être bizarre, qui a bercé mon enfance, quoi. C'est très intelligent de ta part. Ça fait très bizarre. Mais voilà, donc je demande qu'à le rencontrer, effectivement. Vous allez voir. Natacha. Moi, j'ai en tête la phrase de Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, qui expliquait qu'il y avait à la télévision trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Ouais. Écoutez, visiblement, ces hommes blancs de plus de 50 ans, pour certains, ont encore des choses à dire, ils ont encore des choses à apporter, et je pense que les téléspectateurs aussi ont envie. Donc voilà, si on pouvait de temps en temps se souvenir que l'âge ne fait rien à l'affaire, ce serait pas mal. Il survivra, Madame Ernotte. Et donc maintenant, j'accueille notre invité fil rouge, Michel Drucker. Il croyait que c'était lui qui animait l'émission. C'est ma place, Michel. Et j'étais encore en salle de réveil. Tu sais quoi? Je te jure, on est super heureux que tu sois là. Je te dis franchement. Moi aussi, parce que je trouve que tu vieillis de mieux en mieux. Hein. Et Michel, là où t'es, tu peux prendre la main, je te signale. Il n'y a pas de problème, on te regardera toi. Ouais. Michel, on est ravis que tu sois là, franchement. Alors,
Où est le chien? Il attend. Ah ouais, non, mais est-ce que le chien peut venir, hein? Isia, il va arriver, le chien. Isia, quand tu veux, ma chérie, voilà. Non, mais tu as raison, parce qu'on va peut-être parler de mes origines. Ouais. Et ce chien vient de mon pays, c'est un chien roumain. Ah, c'est un chien Et qui a roumain. ses papiers depuis... Ah, il a justement... Monsieur Castaner lui a envoyé tout à l'heure. Je vais te demander. Alors, Michel, comme tous les invités, vous avez un slogan. Hein, votre slogan, c'est l'inventeur du canapé rouge qui ne craint pas les poils de chien. J'aurais jamais imaginé qu'un canapé tout simple puisse faire le buzz comme ça. Ce canapé rouge. Ce canapé Il n'y a rouge. pas plus simple, Ben mais voilà. c'est ma fille, décoratrice, qui a imaginé ça. Stéphanie Jarre. J'ai dit à ma fille, Studio Gabriel, que tu connais bien, fais-moi un décor simple. Elle me dit, écoute, à l'heure du café, dans tous les foyers, plus ou moins grands, il y a un canapé. Eh ouais. C'est la promotion canapé, quoi. Voilà, Ah, voilà. c'était la grande... Ah, voilà le chien. Ouais, le chien, viens mon petit, viens. Et voilà. Vous avez aussi un sampleur, Michel. Le parrain du PAF, Michel Ça me rappelle Drucker. Tino Rossi, quand il chantait le parrain, Ouais. avec une chorégraphie gigantesque, il était comme ça. Bien. Alors, Michel, vous animez Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain, donc toutes les semaines à 14h15 et 15h30 sur France 2. Et vous publiez Il faut du temps pour rester jeune, un livre paru aux éditions Robert Laffont dans lequel vous parlez de votre passion pour la télévision et de votre détermination à continuer le plus longtemps possible. Il y a aussi des souvenirs qui sont formidables. C'est très touchant, en fait, ce bouquin, il faut bien le dire. Nous allons en parler. Mais d'abord, mesdames, messieurs, on va jouer au BioQuiz, qui est un jeu qui va vous permettre de savoir beaucoup plus de choses encore sur Michel Drucker. C'est le BioQuiz de l'invité. On va voir si vous connaissez bien Michel Drucker. Il s'agit d'un jeu, Michel, dans lequel il n'y a que des questions sur vous. Alors, vous ne répondez pas, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Isia veut partir déjà. Non, parce qu'elle a une autre télé à faire. Elle est en promo, elle aussi. En promo, elle aussi. Alors, vous ne répondez pas, mais vous nous dites si les réponses sont bonnes ou mauvaises. Quel était le surnom de Michel Drucker lorsqu'il était enfant? Mimi, Michou, Micheline ou la Miche? Mimi. Mimi, oui. Michou. Michou, alors. Qu'a dit Michou? Moi. Bon, bravo. Alors, quelle habitude alimentaire Michel Drucker a-t-il commencé à prendre dès l'adolescence? Sauter le repas du soir, enlever la mie de son pain, ne jamais couper ses spaghettis ou s'interdire de manger du porc. Le repas Enlevez la mie du soir. pain. Ouais, ah, Gisbert. Alors, c'est écrit dans le livre, en cachette de la boulangère, j'ôtais la mie du pain avant d'en faire une boulette que je jetais discrètement, sachant que c'était mauvais pour l'estomac. C'est-à-dire, ce mec-là, depuis qu'il est tout petit, il fait attention à ce qu'il bouffe. C'est horrible, hein? C'est ce qu'a dit Johnny, tu l'as dit. Ah ouais, quelle vie de con. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire? Ouais, mais c'est génial. Je peux le raconter, là? Ouais, bien sûr. J'étais avec... À chaque fois que je voyais Johnny, on a eu 18 ans ensemble. Je dis, tu crois qu'on sera encore là, à 40 ans, 50 ans? Et puis, à chaque fois, on se revoyait, il me disait, pourquoi t'as pas la même tête que moi? alors qu'on a le même âge. Même maquillé, j'ai pas la même tête. J'ai dit, Johnny, on se connaît depuis l'âge de 18 ans. Ouais. Tu sais bien, j'aime prendre mon temps, j'aime dormir, j'aime la santé, j'aime les médecins, j'aime la prévention, je fais du sport, j'aime les choses qui durent. Et j'ai la même femme depuis 43 ans. Et c'est là où il m'a dit, quelle vie de con. Avec qui Michel Drucker a-t-il eu une aventure à l'âge de 16 ans? Sa directrice de colonie de vacances, sa prof de français, sa monitrice d'auto-école ou sa boulangère? Sa Ça vient monitrice de colonie de d'auto-école. vacances. D'auto-école. Colonie de vacances. Colonie de vacances. Tiens, Gisbert. Gisbert a travaillé. Il avait 16 ans quand il a fauté, en fait, avec sa directrice de colonie de Et alors, vacances. elle ressemblait à Simone de Beauvoir sans le chignon, elle était Ouais, beaucoup évidemment. plus jeune. Et quand j'ai revu Simone de Beauvoir, très tard, j'ai fait une émission qui m'a glacé tellement j'avais peur, je lui ai dit, vous ressemblez à quelqu'un que j'ai bien Ça va pas connu. lui dire. Vous Ça êtes l'a pas aussi fait rire- tap- ça l'a pas fait rire du tout. Ah bah, pas du tout. Vous êtes aussi tapé votre prof de gym, Michel. Ben, d'où mes tablettes, Ouais. d'où mes abdos.
Qu'est-ce que Johnny Hallyday avait pris l'habitude d'offrir à Michel Drucker? Des mouchoirs noirs à tête de mort en soie, des yaourts, des bouteilles de whisky ou du Viagra. Des yaourts? Des mouchoirs noirs. Qui a dit des yaourts? C'est moi. Golnadel, bravo. t'as Encore gagné. gagné. C'est une histoire incroyable. On fait une émission ensemble, il est de bonne humeur pour un album, il veut parler cinéma, il y a le louche, il y a tout le monde, il est content. Et puis, 15 jours avant, j'avais déjeuné chez lui, avec Laetitia, avec la famille Baudou, tout ça. Et le déjeuner s'était éternisé parce qu'il était très silencieux, il n'était pas totalement sorti du coma de la nuit parce qu'il ne dormait pas, soit parce qu'il rentrait tard, soit il regardait des films, car il était un cinéphile très averti. Et donc... le déjeuner s'éternise, je suis au bout des sujets de conversation, c'est moi qui ai fait les questions et les réponses. Et il est 3h30, il faut que je rentre. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire d'intelligent avant de partir? Et là, je lui ai dit une réflexion complètement con, sans intérêt. Je lui ai dit, tu sais, Johnny, qu'est-ce qu'ils sont bons tes yaourts? Et là, il me dit, tout le monde me le dit. C'est des yaourts qui viennent de Suisse. Il y en a des bio, il y en a à la fraise, à la poire, il y en a... Il y a aussi des petits, tu devrais les prendre, ils viennent du même endroit. Je dis quoi? Bah, mes petits Suisses. Ah bon, je fais pas attention. Et au bout d'une demi-heure, j'ai dit, écoute, il faut que je rentre. Il m'accompagne dans le parking de la maison. Et moi, je rentre dans la voiture, il ouvre le coffre et il me dit, je t'ai mis une cage de yaourt. Alors, j'arrive chez moi. Écoute la suite. La suite est hallucinante. Je la raconte sur scène. Et donc, je rentre chez moi, ma femme me dit, t'as fait les courses? Il y en a pour 3 mois, c'est quoi cette crème? C'est Johnny. Un mois après, vivement dimanche. Alors là, il est content, tout le monde est là, il a un album, il a fait un film, il est content. Et au milieu de l'émission, la lumière se baisse pour qu'on voit un clip magnifique sur l'écran. Et là, pendant que la lumière se baisse, il se penche vers moi avec une gueule. Mon type en colère. Viens d'un malage à parler. Viens d'un malage immédiatement. La lumière se rallume, je bidonne. On a un problème technique, excusez-nous, on revient. On traverse le studio, on va dans sa loge, il claque la porte. Derrière, il y a Camus, les attachés de presse, la cour, qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se connaît depuis si longtemps. Il ferme la porte et il me dit, tu sais, je t'aime beaucoup. Depuis beaucoup de temps. J'ai pensé te faire plaisir et je t'ai amené des yaourts. Alors, j'ai dit à Johnny, mais Johnny, on est au milieu de l'émission, on est presque en direct. C'est quoi, attendez, non, c'est tout de suite. Gudes en 1, ça va donner un cul de fouet. Un mois se passe. Studio Gabriel, dans mon bureau, 11h du matin. L'assistante m'appelle et me dit, il y a Johnny qui est là. Je dis, Johnny, à 11h, c'était lui. Cucu. J'ai été dans le quartier et j'ai pensé faire plaisir. Et je t'ai amené tes yaourts. Les yaourts de Johnny m'ont poursuivi pendant des mois. Qu'a fait Michel Drucker pour paraître plus jeune aux yeux de Delphine Ernotte? Il a jeûné pour perdre du ventre. Il a mis un sérum raffermissant. Il s'est rasé de près. Il s'est habillé de noir pour paraître plus mince. Habillé de noir. Tout. Bravo. Le jour même, j'avais déjeuné chez Marius et Jeannette avec Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, qui m'a dit tout de suite, peut-être pour m'endormir, qu'elle m'avait jamais trouvé aussi jeune. Normal. Si la patronne m'a trouvé jeune, c'est que j'avais fait tout pour. Mais je trouve ça extrêmement touchant que quelqu'un à ton niveau, par rapport à Delphine Ernotte, qui est une femme formidable sans doute, comment toi, avec la marque que tu incarnes, comment tu peux te stresser à ce point? Ça me dépasse. Je trouve ça touchant. Ouais, je trouve ça extrêmement touchant. Mon voisin, M. Gonaldel, te dira que les Askénazes venus de l'Europe de l'Est, qui ont connu ce que tu imagines, te diront que on n'est pas tout très doué pour le bonheur. Moi, j'étais comme ça quand j'étais gamin. Mon père nous a transmis ça. Il y avait un climat anxiogène à la maison. Et comme c'est pas un secret, je l'ai écrit dans Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bon, j'ai aucun diplôme. Et je me suis barré à l'âge de 17 ans, j'ai pris un train, j'ai dit non, j'en reviendrai quand j'aurai prouvé quelque chose. Pendant que mon frère, plus tard, préparait l'ENA et l'autre, l'Internat des hôpitaux de Paris, j'ai été stressé tout de suite. Et je me suis dit, j'ai connu une quinzaine de patrons de chaîne, là, il y a un jeunisme qui arrive sur la télévision, je suis cuit. Qui Michel Drucker considère-t-il comme son digne héritier en télévision? Camille Combal, Jean-Baptiste Boursier, Cyril Ferraud ou Cyril Hanouna? Ferraud. J'ai deux, oui. Ah, j'ai dit avant. Une sympa. 31 ans,
Doué, très doué, très rapide, intelligent. Et il fait des scores. Hein. Et surtout, les gamines l'aiment beaucoup, mais c'est l'idole des mamies. Ouais. C'est lui qui présente la tournée Ashton. Eh oui. Il va aller très loin, lui. Alors, qui a remporté le vieux quiz? Fogg. Bah oui, ouais. Et voilà, on se retrouve après la pub. Ce soir, face aux mercenaires, l'animateur et producteur Michel Drucker. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des terriens du dimanche, en compagnie des mercenaires et de Michel Drucker. Et maintenant, on passe aux une de la semaine. Alors Michel, chaque mercenaire va présenter sa une. Il aura 1 minute pour en parler. Et à la fin, c'est vous qui jugerez pour nous dire quel journal vous achèteriez si vous étiez devant un kiosque. OK? Alors on commence avec Franz-Olivier Gisbert, qui évidemment a fait des unes toute sa vie, donc vous êtes quand même le spécialiste. Mardi matin, le siège de la France insoumise et le domicile de Jean-Luc Mélenchon ont été perquisitionnés. Cette opération a entraîné la colère du chef de file du parti, Magnéto Serge. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque, elle craque. Allez. On va voir qui va avoir le dernier mot ici. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Vous calmez, monsieur. Vous êtes violent. Vous l'avez écrasé. C'est inacceptable. Inacceptable. Arrêtez de salir mon matériel. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas. Touche pas. Touche pas. Allez, touche-moi pour moi. Je ne me laisserai pas faire. Je n'ai pas peur. Mes amis n'ont pas peur. C'est eux qui vont avoir peur du retour de bâton. Résistance. Alors France, cette perquisition vous a inspiré une qui s'appelle « Les raisons de la colère ». Vous avez 1 minute, top chrono. Bon, alors moi je suis pas mélenchoniste, hein, je suis libéral. Mais je comprends sa colère. Parce qu'il y a un grand problème de justice en France. Hein. Est-ce que la justice n'est pas devenue folle? C'est une question qu'on est en droit de se poser après les 3 perquisitions qui ont visé Jean-Luc Mélenchon, et surtout après la mobilisation de 200 policiers pour ça. Non mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on n'est pas en Russie, on n'est pas au Venezuela, hein, on est en France, et pourquoi pas d'ailleurs la prochaine fois le raid, et pourquoi pas des tanks? Enfin, c'est complètement aberrant. Ce sont des juges qui ont décidé ça. Évidemment, c'est pas Macron. Hein. Moi, je crois pas du tout qu'il y ait une opération, un complot ourdi par Macron. Mais les juges font un peu ce qu'ils veulent. Ils en font à leur tête. Et on voit très bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en France? C'est la présomption de culpabilité pour les politiques qu'ils ont choisi, comme soit que ce soit François Fillon, Marine Le Pen aussi, c'était la même chose. Et là, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon, puis d'autres viendront. Il n'y a pas que de contre-pouvoir. Et c'est ça le gros problème. Et moi, je m'adresse à Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, parce qu'il faut que ça cesse, 3, ça. Il faut remettre 2, de l'ordre. 1, Où 0. vous remettez de l'ordre, où vous en allez. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand ils ont perquisitionné chez Benalla, il a dit j'ai pas mes clés. Après, ils ont dit c'est pas grave, on va attendre. Pendant la nuit, il n'y a pas eu de vigile, et le lendemain matin, le coffre de Benalla était vide. Il n'y a plus de justice en France. C'est le sujet, il n'y a plus de justice. Voilà, non mais bon. On peut réagir. On a le droit de réagir ou pas? Tu as le droit. Non, ben écoute, j'approuve totalement sur le fond ce que dit Gisbert, mais enfin, c'est inconcevable qu'un député, quel exemple il donne aux petits jeunes, justement, il n'y a pas plus hostile que moi à l'actuelle justice française. Ouais. Mais M. Mélenchon n'a pas le monopole des perquisitions totalement contestables. Un Pékin qui se conduirait de la manière dont il s'est conduit avec la police et la justice, il se retrouverait immédiatement... tu parles. Ouais. Il se retrouverait immédiatement au bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sacré. Il n'a aucune immunité en matière de perquisition, M. Mélenchon. Pour qui il se prend, M. Mélenchon? Maintenant, voilà. Michel Drucker, votre avis? J'ai un souvenir formidable avec lui. J'étais dans un
à l'aéroport, il est devant moi, de dos, on ne se connaissait pas, c'était il y a une petite dizaine d'années. Je vois à ses épaules et à son dos qu'il est épuisé. Ouais. Et il lit Le Monde. Je me penche sur lui, j'ai dit, Monsieur Mélenchon, il faut vous reposer, vous êtes lessivé. Il se retourne, il me dit, mais Michel Drucker, vous avez deviné? Il me dit, oui, je suis exsangue. Je dis, mais tout ça, pour ça, vous allez mourir, vous allez faire une crise cardiaque, c'est pas bien. Mais là, sur ce coup-là, vous pensez qu'il a tort ou raison? Moi, je pense qu'il est très fatigué. Moi, je pense qu'il est un peu épuisé parce que, je veux dire qu'on sent qu'il est à bout de nerfs, quoi. Ah ouais. Vraiment. Voilà. Bien, stop, on arrête, on continue avec Natacha Polony. Donc mardi soir, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé devant près de 13 millions de Français. Magnéto, Serge. Je voulais ce soir m'adresser à vous pour vous donner le sens profond de l'action que j'entends poursuivre pour notre pays. Ces derniers mois ont en effet pu rendre moins perceptible ce sens. D'abord, parce que parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques. Alors Natacha, cette allocution enregistrée à l'Élysée avec une lumière pourrie, il faut bien le dire, oui, c'est fou. et une atmosphère. Il y a du de sabotage merde. dans l'air. Ah oui, vraiment. Ça vous a inspiré une qui s'appelle Macron marche à l'ombre. Vous avez 1 minute pour nous la vendre. Top chrono. Et oui, Emmanuel Macron, c'était En Marche, c'était le mouvement, c'était soi-disant ce qui allait révolutionner la politique, qui allait apporter un souffle nouveau, et surtout dans la forme. Dieu sait qu'il nous en a fait dans la forme. Et là, tout à coup, Michel Drucker, on a vu des présidents passer, et là, on a l'impression de revenir 30 ans, 40 ans en arrière. Un peu éteint, comme le studio. Mais oui, ambiance crépusculaire. C'est non seulement l'ambiance, mais c'est aussi le discours, parce que du coup, le discours derrière a l'air vide. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est là pour nous expliquer qu'il a remanié, que donc il est en train de préparer les 3 ans et demi qui viennent avec un projet pour la France. Et on a ce ton monocorde, ces mots qui sonnent creux, parce qu'en fait, il n'y a rien dans... Il n'y a pas de vision de la France, il n'y a pas de vision de la France dans le monde. Aujourd'hui, si vous regardez en géopolitique, tout est en train de bouger, il y a des choses à faire, on se demande ce que l'Europe va faire, ce que la France va faire, et on a ce président solitaire. On se dit, souvenez-vous de Chirac avec ses putains 2 ans, là c'est putain 3 ans et demi avec ça. C'est pas gagné. Bon, c'est vous qui allez acheter le journal à la fin. Vous serez devant le kiosque avec les unes des mercenaires et c'est vous qui direz celle que vous achetez. Mais le titre est bien, La marche à l'ombre. Thierry, cette séquence, c'est celle qui a clos la fameuse journée du 16 octobre, qui doit être comprise comme un événement de com, qui commence le matin avec la perquisition spectaculaire chez Jean-Luc Mélenchon, le remaniement ensuite, et ça devait clore la belle journée où le monarque était content de lui, tandis que son opposant principal était taxé de l'opprobre public, lui, il reprenait la main. Et en réalité, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que la bataille des idées, il l'a perdue. Tout le monde a compris que c'était le président des riches. Ça, il ne peut pas répondre sur le fond parce que c'est incontournable. Là, c'est le président réalité. des pauvres, il n'a pas d'électricité. Il peut éteindre la lumière, ça ne changera rien au fond. Bravo. C'est la raison pour laquelle il déplace le débat sur le terrain judiciaire. C'est pour ça qu'il le déplace sur le terrain judiciaire. Aucun rapport. Pardon, Pas le moindre rapport. Bah, moi, je te le dis. Raquel, j'étais d'accord avec ce qu'a dit Franz tout à l'heure sur Mélenchon. En revanche, je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui ait ordonné une perquisition. C'est pas ce que j'ai dit. En revanche, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pardon, mais la question, tu essayes très intelligemment de positionner Jean-Luc Mélenchon comme premier opposant d'Emmanuel Macron. La chance d'Emmanuel Macron, c'est que dans ce crépuscule total qui est le sien, il n'y a rien en face. Et c'est pour ça qu'il tient. C'est parce que, pour l'instant, personne n'agrège face à lui. Attends, non. Michel, je sais que vous avez toujours été ami avec le président. J'imagine que vous êtes ami avec Macron. Là, vous pensez quoi de cette lumière crépusculaire et de ce discours blafard? Évidemment, moi, l'image, c'est mon job. Et toi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un problème. J'aimerais savoir que... bavarder avec le réalisateur de cette séquence parce que dès qu'il est apparu, j'ai dit mais il tourne pas à la bonne vitesse et puis surtout
l'éclairage. Il est comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un a demandé, comme le ton était solennel, un peu sombre, est-ce qu'on a demandé que la lumière le soit aussi? Je sais pas. C'est l'équipe de l'Élysée qui a tout géré. La caméra a été à TF1, mais ils n'ont eu le choix que d'appuyer sur le bouton. C'est l'Élysée qui a tout décidé, l'éclairage, le cadrage. Ils n'ont pas choisi, c'est-à-dire qu'ils ont retourné la séquence trois fois et que du coup la lumière naturelle était tombée et ils se sont retrouvés là-dedans et ils ne pouvaient plus changer parce qu'ils n'avaient pas prévu en fait suffisamment d'éclairage. Mais bon, il suffisait d'ouvrir le diaph. Non, mais ils avaient un petit peu le diaph et c'était bien. Mais on dirait un Caravage, hein, c'est un beau clair-obscur. Bon, on continue. Guillaume Mélanie, le président d'Urgence Homophobie, a été victime d'une agression à Paris. Il a décidé de montrer son visage tuméfié sur son compte Twitter. Et si les réseaux sociaux étaient un moyen efficace de dénoncer l'homophobie, balance ton homophobe, c'est votre une. Top chrono. C'est une de la semaine, elle est dédiée justement à tous ces visages qui défilent, à tous ces visages tuméfiés, tous ces visages ensanglantés qui portent les stigmates d'un mal qui existe aujourd'hui encore en France en 2018, et ce mal, c'est l'homophobie. Si on en parle beaucoup ces dernières semaines, c'est justement parce que la parole des victimes d'actes homophobes et d'agressions homophobes s'est libérée. Grâce aux réseaux sociaux, on n'hésite plus à montrer son visage, et ça, c'est nouveau parce qu'il y a quelques années encore, on se cachait plutôt. L'homophobie, c'est pas une opinion. L'homophobie, c'est un délit. Et il faut continuer à le rappeler, il faut continuer à justement libérer cette parole, balance ton homophobe, parce que malheureusement, seulement 4% des personnes qui subissent, qui sont victimes d'actes homophobes portent effectivement plainte. Alors rappelez-vous de cette phrase d'Alex Vizorek qui a dit il y a quelques jours encore, 2 hommes qui s'embrassent, ce sont des homosexuels, 2 hommes qui les frappent, ce sont des enculés. Une minute. Bravo, bravo Pierrot. Ah, il a tout dit là. Il a tout dit. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il a tout dit, c'est très bien. Alors, Gérard Davet et Fabrice Lhomme viennent de sortir Inch'Allah aux éditions Fayard. Les journalistes du Monde ont enquêté sur la progression en Seine-Saint-Denis d'un islam en rupture avec la société française. Ils ont fait la promotion de leur livre sur France Inter et ils ont évoqué la police judiciaire. Magnéto, Serge. Il s'est avéré que la PJ, effectivement, le Seine-Saint-Denis, un peu plus de 100 enquêteurs, faisait un pot régulièrement avec tous les effectifs qui étaient présents. Et il se trouve qu'au fil du temps, mais très récemment plus particulièrement, il y a eu une frange de la Seine-Saint-Denis, de la PJ de Seine-Saint-Denis, qui a dit concrètement bon bah là c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, on n'a ensuite pas envie que ce soit des femmes qui s'occupent du barbecue et qui touchent les saucisses, etc., etc. Et donc ça a créé une scission au sein de la PJ et le pot, du coup, on a été fort affecté. C'est un détail, c'est anecdotique, mais cela, à notre sens, révèle concrètement les failles et les fractures que crée justement cette islamisation. Il se passe quelque chose et ce quelque chose nous influe, nous impacte tous. Alors, Gilles William, cette affaire vous a inspiré une. Islamisation, nul n'est prophète en son pays. Je sais que ça va être dur pour vous, William, mais vous avez une minute. Top chrono. Non, mais là, ce qu'on vient de raconter, ça n'est qu'une anecdote révélatrice, mais c'est incroyable ce qu'ils sont venus dire. Ces 2 journalistes de qualité du Monde et à France Inter, la radio d'État progressiste. La radio du camp du bien. Ils ont dit 3 choses carrément, et avec pour seule religion, la religion des faits. Pas du tout d'idéologie. Ils ont dit 1, oui, l'islamisation, elle est en marche, au moins en Seine-Saint-Denis. Oui, il y a 50% de musulmans en Seine-Saint-Denis avec le nombre d'islamistes en proportion. Et du coup, les élus de Seine-Saint-Denis, par clientélisme obligé ou par idéologie, ils sont obligés soit de compromettre, soit de se soumettre avec les islamistes. Et troisièmement, les Blancs s'en vont. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 5 ans, vous seriez allé sur France Inter et vous auriez dit le quart de la moitié de ça. Dans le meilleur des cas, on vous taxait de catastrophiste et dans le pire, on vous traitait de fasciste. Michel. Ça m'a donné envie de lire le livre Davet et l'homme, que j'ai pas lu. Islamisation. Mais le mec, il bosse pas à minute, Davet et l'homme. Non, mais je vais quand même le lire. C'est eux qui avaient fait le livre qui a fait couler beaucoup d'encre sur François Hollande. Ouais. Mais je vais le lire. Bon, attention. C'est ça, parce qu'eux
eux ont quand même traité d'islamophobes et de fascistes tous ceux Voilà. qui disaient ça. C'est-à-dire que Donc eux, c'est c'est quand même incroyable. d'une hypocrisie absolue. Et maintenant, Mais ça, c'est le monde, maintenant attends. que le monde, C'est le monde. fait ce constat, on a le droit de le dire, mais du coup, c'est... Avec 20 ans de retard. Oui, c'est ça la vérité. Quand c'est eux qui le disent, c'est cash, et quand c'est nous qui le disons, c'est trash. Voilà la réalité. Voilà. Donc Michel, pense à quelle une tu vas donner ton assentiment. Je suis très concentré. On passe à Raquel. Près de 10 000 étudiants de grandes écoles ont signé un manifeste pour un réveil écologique. L'idée, c'est boycotter les entreprises les plus polluantes en refusant de travailler pour elles. Les grandes écoles changent d'air, c'est votre une. Top chrono, Raquel. Michel Drucker, vous choisirez nécessairement ma une, parce que c'est un événement historique. Jusqu'à présent, vous aviez, dans la jeunesse, certains qui avaient des fortes compétences, qui allaient dans les grandes écoles, Centrale, Polytechnique, HEC, l'ENA, Normale, Ulm, etc. Et qui, à la fin de tout ça, monnayaient ça sur le marché du travail en profitant personnellement. Et là, vous avez plus de 10 000 jeunes qui disent « Nous pourrions gagner plein d'oseilles sur le marché du travail, mais nous ne le ferons pas. Nous, au lieu de penser à notre petit profit personnel, nous pensons à l'humanité, nous pensons à l'écosystème, nous pensons à la vertu citoyenne. Et donc, nous affirmons, parce que nous le pouvons, eux le peuvent, nous refuserons de travailler pour des entreprises polluantes. Moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Quand il y a beaucoup de gens qui décrivent les élites, ça pour moi c'est l'élite, vous voyez. C'est-à-dire que l'élite, c'est quelqu'un qui effectivement a des compétences, mais qui comprend qu'il doit les restituer au collectif, et je leur dis merci les gens. Alors, Jane Birkin vient de sortir Monkey Diaries aux éditions Fayard. C'est un livre qui regroupe 25 ans de confidences. Monia, ça vous a passionné tout ça, c'est votre une. Gainsbourg, dernière révélation, c'est à vous. C'est ça, c'est un de mes livres coup de cœur du moment, ça change de celui de Dave et l'homme. C'est le journal intime de Jane Birkin, ça s'appelle Monkey's Diaries. Monkey, c'est son singe en peluche à qui elle parle depuis ses 11 ans. Et Monkey, en fait, on le connaît tous sans le savoir, c'est le singe que l'on voit sur la couverture de Melody Nelson qu'elle porte sur elle. Oui. Ben, c'est lui, Monkey, on le voit ici. Et Monkey, en fait, a partagé une vie assez incroyable avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Pour la petite histoire, Monkey est enterré aujourd'hui avec Serge Gainsbourg au cimetière du Montparnasse. Et on apprend plein d'anecdotes assez incroyables. On apprend par exemple que Serge Gainsbourg avait toujours avec lui un sac dans lequel il y avait toujours Monkey, enfin un peu comme Mary Poppins, il avait Monkey dans le sac. Et il avait avec lui aussi des lettres d'insultes de haters qu'il gardait avec lui. Et une lettre m'a vraiment choquée, que Gainsbourg gardait avec lui, qui disait « Vous avez des yeux de crapaud, électrocutés, et vous m'avez coûté 1 franc le prix du timbre. » Je trouve ça touchant de porter avec son sac comme ça une lettre de haine. Et c'est un peu comme Aznavour qui a réussi avec tous ces messages de haine. Je trouve ça beau. Alors, en parlant de Gainsbourg, évidemment, je suis allé voir votre spectacle. Et le climax, c'est quand même Whitney Houston. Bah, ça a été. Ça, pour vous, c'est indépassable. Mais oui, parce que ça fait encore le buzz 35 ans après. On va regarder l'extrait. Dans le monde entier. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Il a dit... T'auras pas de cigarette. Michel. Il y en a plus des comme ça. Mais, en réalité, au début, mais il fallait parler anglais, il dit « My mic doesn't work ». Il dit « Mon micro ne marche pas ». Et je dis sur scène, j'aurais tellement aimé qu'il ne marche pas. Et après, il lui dit « Are you sure you're not drunk ?» Vous êtes sûr de ne pas être sous? Alors, il était plus dans la période Gainsbourg que Gainsbourg. Ça a été un carnage après, parce que j'ai pas pu le virer. On était en direct devant 8 millions de gens. Et puis, il y avait encore une chanson qui terminait, Stoll dans l'an 1000, Gainsbourg, Mitchell, qui chantait Vieille canaille. Je sors à toute vitesse pour m'excuser auprès d'elle. Elle était partie à toute vitesse. Ça a été un scandale. Elle est partie ivre de rage. Je ne savais pas quoi faire. Vous imaginez maintenant avec Balance ton corps M. Schramek et le CSA, ils ont une crise cardiaque. Bah, bien sûr. Non, là, alors donc, j'ai couru acheter des fleurs. On était à la Rungis, les fleuristes étaient fermés. Je suis arrivé au Georges V, son hôtel, j'arrive avec les fleurs, avec un mot dessus. Et le concierge me dit, mais tout l'hôtel avait vu la séquence, évidemment. Donc le concierge me dit, je vous le conseille pas. Je dis, donnez-moi le numéro de cette suite. J'arrive au 2e étage avec des fleurs. Il y a une femme de chambre qui me dit, je vous le conseille pas, vraiment. Elle m'entendait gueuler déjà. Et là, j'arrive devant la porte, je frappe à la suite de Whitney Houston. Et là, la porte dessous, c'est le room service qui me dit, il vaut mieux que vous mettiez les fleurs devant la porte.
Ça a été la une de toute la presse, aux États-Unis, partout. Whitney Houston, agressée sexuellement par un chanteur. Tout. C'était 30 ans avant l'affaire Weinstein. Il était en avance, Serge. Et puis, les années ont passé. Je me retrouve à Monaco avec Claudia Schiffer pour présenter les World Music Awards pour le monde entier. Bon, ça se passe bien, mais j'ai dit à Claudia Schiffer, écoute, je ne peux pas présenter Whitney Houston, on va changer cours jardin. Je vois que c'est moi qui la présente. J'ai un contentieux depuis 6 ans avec elle et je vais être très mal à l'aise. Aucun problème, c'est pas moi qui le présente. L'émission se termine. Ouf! Mais là, j'oublie qu'à minuit, il y avait un dîner à la table du prince et des princesses, un dîner officiel. Et moi, j'étais à la table d'honneur. Qui était assis à côté de moi? Whitney Houston. Donc, j'ai tourné le dos pendant un moment donné. Et puis, au bout d'un quart d'heure, elle me dit I know. What's your name? Quel est votre nom? I'm sure I met you a long time ago. Je suis sûr que je vous ai rencontré. What's your name? Et là, je lui ai dit Serge Gainsbourg. Elle a éclaté de rire. Elle a dit oh, it was my worst nightmare. C'était mon pire cauchemar. Et je termine en disant Serge, elle t'a rejoint maintenant. J'espère que tu lui as fait le baise-main et que tu lui as offert mes fleurs. Bon, Michel. Mais à propos de Serge, tu as appelé une émission Serge si tu nous regardes. Alors, en hommage à Michel Drucker. En hommage à Drucker, Serge, qui était déjà gâté. Très bonne émission qui a eu un 7 d'or, il faut quand même le dire. Oui, absolument. J'en ai pas eu beaucoup. Bon, Michel, maintenant, c'est un moment important. Tu es devant le kiosque, tu as les 6 unes devant toi, et ils se sont donné du mal. Hein. Laquelle tu choisis? Là, tu vas te fâcher avec 5 personnes. Ah, Michel. oui. Non, mais je sais que tu n'aimes pas te mais ça va être fâcher. très simple. Je suis très partagé avec non, les grandes écoles changent d'air, je trouve ça formidable. Mais peut-être parce que je la connais, peut-être je connais le duo par cœur, j'ai lu le livre. Je vais choisir les dernières révélations de Gainsbourg parce que j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et comme j'ai lu le livre, il y a une chose formidable, c'est que dans ce slogan qu'il a fait connaître, ils se connaissent, c'est la petite Anglaise perdue, il la drague, il la trouve mignonne, elle pleure, elle est fragile. Et puis il décide de l'emmener à l'hôtel. Il arrive à l'hôtel avec elle. Et le concierge lui dit Monsieur Gainsbourg, la même chambre que d'habitude. Alors, elle monte dans la chambre. Vous avez vu, c'est dans le lit. Elle monte dans la chambre. Elle va dans la salle de bain. Elle revient. Il dort. Ouais. Et elle est partie. Voilà comment ça a commencé. Non, c'est très, très touchant. Et Serge, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Bravo, Monia. Monia a gagné. Mais j'étais très tenté par elle. Et voilà, c'était les unes de la semaine. On se retrouve après la pub avec les Terriens du dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Michel Drucker. À tout de suite. Go down. Bonsoir, les Terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion ce soir dans les Terriens du dimanche. Notre invité fil rouge, c'est l'animateur producteur Michel Drucker. Cette semaine, cri d'alarme des associations qui recueillent les animaux, les refuges Satur. Alors, ont-ils une vie de chien? Pierre Lichat a enquêté et aussi bien sûr les Terriens de Tanguy Pastureau. Ce soir, face à Michel Drucker, les 6 mercenaires, la Grande Rousse avec une veste noire, Natacha Polony. Moi je reste attaché. On est attaché à Natacha. Très attaché à Natacha. Pour détourner un avion, faut être devant, elle est là. Raquel Garrido. Les Raquel du samedi, une bleue sur les paupières, elle tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire des fous, et pour se revoir un coup. C'est le sampleur du siècle. Bon, elle est à la mode et elle taille des costards. C'est Monia Cachemire.
C'est vraiment le seul défaut que je donne. Je l'adore. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite, c'est Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Golnadel. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. La belle gueule qui compte pas la fermer, Pierre Licia. Et notre invité fil rouge, c'est Michel Drucker. Michel, je rappelle votre slogan, l'inventeur du canapé rouge qui ne craint pas les poils de chien et le sampleur. Il est vachement bien ton générique. Ouais. Ah oui. Au lieu de I believe in America, c'est I believe in television. Raquel, moi j'ai un souvenir avec Raquel Welch. Eh oui, tu l'as niqué. belle référence. Là, elle se dit, pas tellement de putain, Raquel. Drucker a un souvenir avec moi. Merde, c'est Raquel Welch. Mais nous avons aussi des souvenirs ensemble, Michel et moi, figure-toi. Ouais. On commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors, je vous rappelle donc que Michel Drucker publie Il faut du temps pour rester jeune chez Robert Laffont. Et les mercenaires se sont inspirés, évidemment, du bouquin pour préparer chacun une question pour vous. On commence avec vous, Raquel Garrido. Alors, ma question est évidemment aux passionnés de télévision. Dans votre livre, vous dites que si vous arrêtiez de faire de la télévision, vous n'osez pas dire à votre femme que vous vous emmerderiez comme un rat mort. Mais elle le sait. Oui, bon. Ce qui prouve quand même que pour vous, cet univers, c'est tout. Hein, ça prend toute la place de votre vie. Et c'est pour ça que votre avis m'intéresse. J'ai repéré, en retravaillant pour cette émission, que dans les années 80, à l'époque du lancement de la chaîne La 5, par Silvio Berlusconi et ses associés, il vous avait proposé un pont d'or pour aller sur France 5. Il vous avait fait venir à Milan. Il vous avait dit, je vous paye 20 millions de francs. Hein, à l'époque, c'était des francs par mois, je présume. Et je vous offre une Ferrari. Oui. Et un manteau de fourrure pour votre femme. Oui, c'est classe. Ça fait la classe à Dallas. Et vous avez refusé. Oui. Vous avez refusé. Alors, vous voulez que je vous raconte pourquoi? Oui, et surtout, on voit bien qu'il y a des limites. C'est-à-dire, vous avez vos propres limites. Ça, c'était donc dans les années 85, c'était ça vos limites, la télé italienne, la berlusconisation de la télé. Du coup, aujourd'hui, quand vous voyez la télé en 2018, quelle serait votre limite et quel est votre regard sur justement l'éventuelle berlusconisation de la télé française ou pas? Alors, je reviens sur Silvio, puisque je le connais très très bien. Et je l'avais connu à l'époque, il faisait de la télé. Il était pianiste de bar. Hein, bon. Et il allait avec ses cassettes diffusées sur des relais clandestins. C'est comme ça qu'il s'est installé avant de faire de la politique et de sombrer dans les conditions qu'on connaît. Alors, Berlusconi, il m'a fait téléphoner par quelqu'un qui s'appelle Carlo Freccero, et puis un autre éminent... Codignoni, qui était là et qui me dit, voilà, on va faire une chaîne privée en France avec Berlusconi. Je dis, ah bon? Et c'était François Mitterrand, mais oui, il faut le rappeler qu'il avait favorisé la ruine de Berlusconi, parce qu'il était copain avec Craxi. Voilà. Et puis Jacques Lang, tout le monde avait dit oui. Et puis arrive, ben, je ne croyais pas, arrive Berlusconi. Il me fait appeler, il m'envoie son avion à Milan. Il voulait absolument que je sois à la vedette de sa chaîne, que je sois conseiller. Il me propose un contrat hallucinant. Ça doit être, je sais pas, aujourd'hui, ça doit être, je sais pas, peut-être 10 ou 15 millions d'euros par an pendant 7 ans. Avec l'avion à ma disposition, la navette entre Milan. Il me dit, rendez-vous chez moi pour le contrat. J'arrive à Milan, une maison surréaliste. Il regardait ses chaînes de télévision dans sa piscine avec une télécommande étanche, avec toutes les chaînes.
Et puis le soir, il organise un grand dîner avec moi. Il m'a dit, tu aimes les brunes, tu aimes les blondes, tu as les grandes, ma mère, papa, mère, tout ça. Et je me trouve avec Anita Ekberg dans un film de Fellini, avec des filles absolument incroyables. Il voulait absolument que je vienne. Et je rentre un dimanche, et le dîner avec ma mère, c'était sacré le dimanche soir, avec mon frère Jean, qui savait que j'étais allé chez Berlusconi. Ma mère, inutile de dire qu'elle ne savait pas. Et j'arrive, mon frère sonne à la porte, il me dit alors, je dis voilà le contrat que je dois signer dans 4 jours. Et mon frère me dit, mais pour ce contrat-là, tu vas faire quoi? Tout le monde avait accepté d'y aller. Tout le monde y allait. Moi, j'y suis allé. Oui, et moi, j'étais un des rares à ne pas y aller. Et Serge July, patron de Libé, m'appelle, il me dit, écoute, on voudrait savoir vraiment si tu y vas, parce que le bruit court, ce qu'on va te proposer, ça ne se refuse pas. C'est un contrat américain. Et donc, je suis avec mon frère, et il me dit alors, je dis, c'est pas possible. Si dans la presse, on sait que je suis payé ça pour faire la télévision, ma mère me dirait, tu sais qu'on sont payés des infirmières qui travaillaient pour ton papa. Je sais qu'il ne faut pas que j'y aille. Et mon frère me dit, mais je te mets tout à fait à l'aise. Appelle Berlusconi devant moi et tu vas lui dire que tu ne peux pas venir parce que je viens d'être nommé patron de France 2 il y a 1 heure. Ouais. Et moi, j'avais arrêté Champs-Élysées. Il m'a dit, tu ne peux pas aller en Italie alors que ton frère est patron. Moi, j'ai besoin de toi pour que tu reprennes Champs-Élysées. Appelle-le. Alors, j'appelle Berlusconi. J'ai dit, Silvio, je viens pas. Et pourquoi? Tu veux paiement en Suisse, paiement en île Caïman, île Caïman. Non, pas île Caïman. Moi, je suis à la BNP, Crédit Agricole, tout va bien. Et je lui ai dit, je ne viendrai pas. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Je dis, parce que mon frère Jean vient d'être nommé. T'imagines, c'est mon frère, t'es italien, t'as le sens de la famille. Ouais. Il me dit, combien vaut ton frère? Je l'achète aussi. Et je ne suis jamais allé, et j'ai dit à Serge July, j'y vais pas. Et écoutez la suite. À quoi ça tient? J'avais rendez-vous avec Serge July, je me suis mis en Fouquet ce dimanche matin. Alors tu vas y aller? Je dis non, j'y vais pas. Et je lui dis, ma mère n'aurait pas compris. Il y a mon frère qui devient patron, mais ma mère n'aurait pas compris. Le lendemain, à la une de Libé, il n'y a pas beaucoup de photos à la une. Drucker, dînant à Berlusconi, 2 points, vrai des guillemets, ma mère n'aurait pas compris. Ouais, c'est bien. Et le lendemain, dans la rue, pendant des années même, il y avait les chauffeurs de taxi ou les conducteurs de bus qui me disaient, je suis resté en service public, c'est ma maison jusqu'au bout. D'accord, ah oui. Franz, votre question donc. Bon alors, Michel, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. T'es beau gosse, hein, t'es encore assez beau gosse. Il y a un sondage dans le Sud. Il est pas ridé. Ouais, bon, il est pilé dans la séduction. C'est les crèmes de jour. Il y a un sondage qui va sortir là, dans le Sud, qui va sortir, je pense, ces jours-ci. On a demandé aux Provençales, aux femmes de Provence, si elles avaient envie, ou si elles avaient envie de faire l'amour avec toi. Hein. Et tu sais ce qu'elles ont répondu? À 98%, non, plus jamais. Je les trouve bien indiscrètes. Hein. Bon, alors, dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a des tas de trucs qui peuvent me servir, tu es obsédé par le vieillissement, tu apportes quelques remèdes. Dans les remèdes, il y a évidemment un remède dont on parle assez peu, c'est la chirurgie esthétique. Et quand on tape sur Google la chirurgie esthétique célébrité, ben on tombe sur le musée des horreurs. Toi-même, est-ce que tu as été tenté par la chirurgie esthétique? Et si tu avais fait un peu de chirurgie esthétique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font juste un peu de chirurgie esthétique, est-ce que tu oserais le dire? Ah, alors, ça c'est une bonne question. Moi, je me suis fait... Merci, patron. Non, c'est vrai. Bon, moi, je me suis fait refaire les seins, mais ça, j'en ai les genoux, les coudes. Oui, parce que je me dis que l'avenir est au transgenre. Bon. Et quelques prothèses. Bon, moi, j'ai eu les yeux en oreille de cocker pendant longtemps. Alors, on va enlever ça. Mais moi, j'ai peur, pour une raison très simple, c'est que j'ai peur que ça se voie. Et c'est vrai que moi, je veux qu'on voit toujours le front qui plie et les pattes que mon père m'a transmis. Et avec le botox et le collagène, on est foutu. C'est bizarre parce que je suis quand même hypocondriaque. Donc, j'ai peur, tout simplement. Mais si je dois le faire un jour, à condition que ça ne se voit pas, pourquoi pas? Non, Michel, honnêtement, là, t'as une tête formidable, je te le dis. Hein. Oui, mais je m'y prépare depuis un moment. Non, mais t'es vraiment... Je sais pas comment depuis un mois, là, pour cette... Non, mais... Oui. Attends, c'est comme le déjeuner. Attends, je vais quand même te dire quelque chose. Mon père, à 65 ans, a eu la curieuse idée de quitter ma maman et d'épouser une jeune fille de 20 ans. Ah ouais, ton père? Mon père. Ce que tu n'as pas fait. Non, mais ma femme me dit, on ne sait jamais. et mon père faisait 15 ans de moins, et lorsqu'il rentrait dans un restaurant avec sa jeune femme, et moi avec, il précisait que ce n'était pas ma petite amie, mais la sienne. Ah ouais. Je pense que d'abord c'est dans la tête, et c'est dans les gènes aussi. 50% c'est les gènes, 40% c'est l'environnement, et 10% c'est la chance. Parfait. Monia, votre question pour Michel Drucker, Monia.
Alors Michel Drucker, dans votre livre, vous dites « La bonne santé était déjà ma fixette, être fils, frère de médecin et hypocondriaque m'a dopé et préservé ». Donc vous parlez beaucoup de votre hypocondrie. Mais quand on fouille un peu plus dans votre vie, ça se complique un peu, surtout quand on découvre que malgré votre hypocondrie, vous vous faites aussi soigner par un vétérinaire. Donc du coup, on a demandé à notre équipe de rencontrer Yves Layani, le vétérinaire d'Isia. Mais c'est le vétérinaire de mon chien. Ouais. Magnéto, Serge. Alors, je connais Michel Drucker depuis des années, mais ça fait environ 5 ans que je suis son vétérinaire, ou plutôt le vétérinaire de ses animaux. En fait, c'est un hypocondriaque, c'est-à-dire que la santé, c'est quelque chose qui l'obsède. Il vient chez moi à la clinique pour ses animaux, mais ça lui arrive de temps en temps, lorsqu'il m'invite à dîner chez lui, que le repas tourne autour de ses traitements à lui. Il se fait soigner par un vétérinaire. Alors, ma question, Michel Drucker, c'est est-ce que votre vétérinaire a un droit de veto sur vous? Alors l'histoire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de chiens à la maison. Bon, on est voisins en Provence, j'ai des ânes, j'ai des animaux abandonnés, blessés, etc. Même les animaux de la télé-réalité, souvenez-vous, dans le loft, il y avait des poules. Il y avait Loana aussi. Et j'ai récupéré les poules, c'est ce qui m'intéressait, que j'ai appelé Louana, Kenza, etc., qui ont terminé leur vie chez moi. Et puis, dans la ferme célébrité, on a récupéré les animaux qui avaient été un peu abandonnés à la fin de l'émission. Il y avait un bouc avec une chèvre, etc. Eh bien, je peux vous dire, parce qu'ils ont vécu chez moi, que le QI des animaux de la télé-réalité est supérieur à celui des candidats. Mais vous faites soigner quand même par un vétérinaire, on est d'accord? Ma femme me dit arrête d'appeler tous les médecins, il y a le vétérinaire qui vient. Bien. Alors il arrive, il trouve que je n'ai chaud. J'ai le nez chaud. Un museau un peu sec. Un jour, tu vas, comme le lit est souvent encombré par les chiens, un jour tu vas dormir dans le panier et tu boufferas des croquettes. Ah William, vous avez une question pour Michel Drucker. Moi, je voudrais dire à Michel Drucker que je pleure pas facilement, mais que le chapitre que vous avez consacré à votre judéité, à Tel Aviv, et à votre voyage en Israël m'a fait j'ai été secoué par ce voyage. M'a fait pleurer d'abord pour des raisons personnelles, parce que moi aussi je suis un petit juif normand qui était proche et qui reste proche des catholiques. Et une partie de ma famille, vous le savez, est à Vire. Mais ça fait des années que je veux vous rencontrer. Parce que j'ai entendu parler de Golnadel dans mon enfance. Rappelez à Thierry et à ses spectateurs qui était le monsieur Golnadel de mon enfance. Eh bien, Jacques Golnadel était mon grand-oncle, c'était le frère de... J'ai du mal à en parler. Était le frère de mon père. Il avait perdu sa femme Régine à Auschwitz. Et il s'est retrouvé à Vire, donc dans la même ville, que vos parents. Alors, que papa, Abraham Drucker, médecin généraliste. Oui, et c'est pour ça que je vous ai suivi depuis toujours, et y compris d'ailleurs votre parcours en matière de judéité. Et pourquoi j'étais touché en dehors de ces affaires personnelles? Parce que d'abord, il n'y a pas de pathos, il y a une très grande pudeur, il y a la souffrance par rapport au passé, et il y a l'inquiétude par rapport à l'avenir et par rapport à Israël. Et ça m'a touché, en plus une grande modestie, parce que vous dites comme un juif acculturé. Et la question que je veux vous poser, c'est quand vous allez près du mur, vous dites que c'est une réconciliation par rapport à votre grand-père juif. Au mur des lamentations. Au mur des lamentations, absolument. Mais je pense, vous allez me répondre, c'est pas seulement une réconciliation à mon avis, il y a aussi une renaissance. Est-ce que vous le sentez pas ça? Nul ne guérit de son enfance, a écrit Jean Ferrat, et il faut du temps pour rester jeune, il faut du temps finalement pour que les racines surgissent. C'est incroyable. J'ai pas été élevé dans la tradition. Mon père s'appelle Abraham. Il était médecin à Drancy, juif allemand, parlant la langue. Vous imaginez l'embarras pour lui. Médecin à Drancy et à Compiègne. Il a échappé à Dachau et à Auschwitz. Et est-ce que c'est parce qu'il s'en voulait, il culpabilisait de lui ne pas être parti alors que d'autres sont partis? C'est Simone Veil qui m'a dit un jour, on est revenu. On nous a dit pourquoi vous êtes revenu? Et on n'est pas parti. Pourquoi vous n'êtes pas parti alors que ma femme est partie? Et donc, est-ce que c'est pour cette raison qu'il nous a tenus à l'écart, s'appeler Abraham et faire la communion à ses enfants? Ma mère trouvait ça grotesque, surtout qu'on avait un oncle, le frère de ma mère, qui était sculpteur à Haïfa.
que ma tante, la sœur de mon père, et mon cousin Martin, qui venait de Bukovine, qui est de Roumanie, Tchernovitz, qui est maintenant l'Ukraine, pays en guerre, sont venus en Israël à l'époque de Ben Gurion, de Golda Meir. Et moi, toute mon enfance, j'ai entendu parler d'Exodus, de Golda Meir, de Ben Gurion, de la guerre du Kippour, la guerre des 6 jours, etc. Rabin, Begin, tout ça. Et tout ce que j'ai entendu dans mon enfance, soit en langue allemande, parce que lorsque mes parents s'engueulaient, ils ne voulaient pas qu'on comprenne, ils parlaient en allemand, sinon ils parlaient en yiddish. Et tout ça est revenu. Je suis allé à Tel Aviv jouer mon spectacle. Quand je suis arrivé sur scène, il y a 1200 personnes qui se sont levées, comme si je faisais mon coming out. C'est-à-dire qu'enfin, il vient. Et à la fin, vous avez vu qu'à la fin du chapitre, je dis « Ham Israël Hay », ce qui veut dire en hébreu « Israël vivra ». Et là, je me disais, pourquoi maman et papa ne sont pas là? Mais pour reprendre votre question, quand je suis arrivé devant le mur des lamentations, Mont des Oliviers, que je suis sorti de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, j'étais absolument KO debout. Quand le maire de Jérusalem a voulu me recevoir en montant les clés de la ville, on m'avait dit « Ne va pas en Israël ». C'était à l'époque où Trump avait décidé que l'ambassade des États-Unis serait à Jérusalem. N'y va pas là-bas, c'est dangereux. Eh bien, j'ai été très, très ému par ce voyage. Très, très troublé. Et devant le mur, j'ai dit, mais si mes parents me voyaient là, et vous avez remarqué qu'il y a un retour à l'enfance, et j'imagine mes parents jeunes en Israël alors qu'ils ne sont pas allés. C'est très, très troublant. Mais j'y retournerai, mais j'irai du côté des territoires également, car je veux tout connaître. Bravo. Et bien sûr, j'aurais terminé la boucle de mes racines, ma judéité. Je ne pourrais pas retrouver la tombe de mes grands-parents, c'est en Ukraine, maintenant je ne peux pas y aller. Mais Michel Simès m'a dit, ses grands-parents sont morts à Auschwitz, il faut que tu ailles à Auschwitz. Donc la boucle sera bouclée quand j'irai à Auschwitz, mais Simès me dit, accroche-toi, il y aura un avant et un après. Je vais y aller, mais je redoute d'y aller. On passe à Pierrot. Mon petit Pierrot, votre question, mon Michel Drucker. Vous l'avez dit déjà, vous avez été très très proche de Johnny Hallyday, vous avez entretenu des relations très amicales, très fortes, très importantes, vous lui consacrez une partie de votre ouvrage. C'est-à-dire, j'écris comment j'ai vu la cérémonie à la Madeleine. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est omniprésent, vous revenez sur quelques moments de vie, quelques anecdotes avec lui, vous racontez aussi justement comment vous avez vécu sa disparition, et on se souvient de l'émotion qui vous a submergé quand vous lui avez rendu hommage en direct sur France 2. Magnéto, Serge. Vous savez, dans ma carrière, c'est longue déjà. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon pote. Ça a été compliqué à gérer. Ah ouais. Ah là, c'est tough. Parce que j'étais tout seul sur le plateau. J'ai pas de prompteur, moi j'ai pas d'oreillette. Et j'étais tout seul sur le plateau d'Anne-Sophie Lapis qui m'avait cédé sa place. Et puis, on m'avait dit, il faut que tu fasses un hommage à Johnny. J'ai dit oui, mais... Alors, il y avait toute l'équipe qui était là pour, je dis, le prompteur. Je dis non, je vais vous parler de mon Johnny à moi. C'était presque dans l'impro. Et puis, à la fin, voyant que l'émission avançait, on m'a dit 10 minutes. Je savais ce qu'il y avait dans le dernier document. C'était un document ancien. On avait fait un montage dans Johnny il y a 4 ans, commenté par Laetitia. Et là, on m'a dit 5 secondes. Et là, la caméra est revenue. J'ai repensé subitement à plein de choses qu'il m'avait dit en déconnant dans une loge, tu vas faire ma nécro. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais te dire? Et donc, j'ai pensé à Le Luron, nous nous reverrons un jour ou l'autre. Et puis, tu aurais pu vivre encore un peu, toujours parce que Ferrat, c'était mon ami. Et à la fin, je devais dire, tu embrasses Coluche et tu embrasses Gainsbourg pour moi. Et ça, c'est pas sorti. J'étais un peu dans un état second et je suis très impressionné de revoir ça. Moi aussi. Et il y avait toute la direction de France 2 qui était là, qui est venue me voir. Et ce qui m'a étonné, c'est que tout le monde descendait de la régie et la plupart pleuraient. Et donc, j'étais très bouleversé. Je suis rentré chez moi. Ma femme était KO parce qu'elle a connu Johnny bien avant moi. Et j'ouvre mon portable avant de me coucher. Une déferlante de textos. Le lendemain, il y en avait, je sais pas, 250, 150 messages. J'ai mis 8 jours avant de répondre. Et c'est vrai que
que cette émission-là, dans ma carrière, il y aura un avant et un après. Ah, je suis d'accord. Posez votre question, Pierre Michel. Je veux dire, je vais poser, après ce moment c'est un peu compliqué, mais je vais poser la question qui fâche. Il y a une chose qui m'a interpellé dans votre ouvrage, c'est que vous citez Johnny Hallyday 71 fois, sur plus de 280 pages, et vous citez Laetitia 4 fois. À aucun moment, vous abordez l'affaire de la succession compliquée. Et je l'aborderai jamais. Parce que Johnny n'aurait pas aimé. Tout le monde s'est précipité pour parler de Johnny, y compris ceux qui ne l'ont pas connu, vous savez, les historiens. Et donc, ils ont dit tellement de conneries que j'ai rien dit. Et puis, je suis allé chez Jean-Marc Morandini, qui m'a dit, Michel, m'a posé la même question. J'ai dit, Jean-Marc, je vais être très clair avec vous. Moi, Johnny, qui était mon copain, il m'aurait dit une chose, ferme ta gueule. Ouais. Donc, j'ai fermé ma gueule. Évidemment, je connais plein de choses, mais ça, je le garde pour moi. Quant à Laetitia, je ne fais pas partie du dernier cercle. Hein. Je l'ai vue, évidemment, il y a des années, quand elle a connu Johnny. Mais je ne suis pas allé à Hackstatt, je ne suis pas allé à Saint-Barth, je ne suis pas allé à Los Angeles. Et voilà, j'ai continué à travailler avec Johnny dans les émissions. Je sais que toute la famille m'a envoyé un texto après cet hommage. Et quand j'étais à l'église, et je viens embrasser Laetitia, son père, toute la famille qui m'ont connu il y a si longtemps dans l'intimité, ils m'ont tous dit merci. Je vais rester sur cette impression-là, du texto que j'ai reçu de toute la famille, quel que soit le bord, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent. Ils m'ont tous dit merci Michel, donc j'en resterai là. Et voilà. Natacha Polony, c'est à vous. Natacha, elle adore bouffer, hein. Elle va vous parler de bouffe. Hein. Mais on va commencer d'abord par votre amour de l'hôpital. Puisque, bon, vous avez déjà abordé l'hypocondrie, mais il y a quand même dans votre livre une petite phrase qui relève d'une perversion encore plus grande que l'hypocondrie. Cette phrase, c'est « Dans ma chambrette, je dînais d'un bouillon de légumes au vermicelle ». On est donc à l'hôpital. Hein. D'une tranche de jambon coquillette et d'un yaourt sans sucre avec, à la rigueur, une cuillère de miel. Il m'en reste d'ailleurs un goût prononcé pour la nourriture que l'on sert à l'hôpital. J'adore manger à l'hôpital. Alors, il y en a même une mieux dans un livre précédent qui était encore plus merveilleuse, parce que je vous l'ai gardée. Pour mon premier repas du soir, l'infirmière à la silhouette maternelle m'honore d'un bouillon de légumes délicieux. On revient sur le bouillon de légumes. Les blouses blanches ont toujours eu le don de me relaxer. Si je pouvais, j'en porterais une. J'ai l'impression de retomber en enfance, au calme, surprotégé, déconnecté. J'en viens à rêvasser vaguement que pour dessert, l'infirmière me donne le sein. Alors Michel, je pense que la blouse blanche fait quand même beaucoup plus d'effet que le bouillon de légumes, hein, on va être honnête. Mais quand même, ce qui m'intéresse, c'est le bouillon. C'est un problème de santé publique, la dénutrition à l'hôpital. C'est un réel problème. Vous savez, je vais vous présenter, puisque vous aimez les médecins, le professeur Éric Fontaine. Il est nutritionniste et il est fondateur du collectif de lutte contre la dénutrition. Écoutez ce qu'il dit. Magnéto, Serge. Alors sur ce plateau, vous avez une salade, une volaille avec des flageolets, de l'artichaut pour les légumes. Là, vous avez un laitage et là, vous avez un dessert et puis du pain. La moyenne nationale, petit déjeuner, déjeuner et dîner, est de 3,73 € par jour. C'est très difficile de bien nourrir les gens avec 3,73 € par jour. Alors ce poulet-là, il vient de Lituanie ou de Pologne. Et on a mis des gélifiants pour augmenter le volume. Ça, les odeurs, par contre, vous les aurez pas. Parce que pour celle-là, pour le coup, elle sent vraiment mauvais. C'est sûr que quand on n'a pas faim et qu'on a la nausée, c'est pas tout à fait ce qu'on aime manger, c'est évident. À force de vouloir faire très, très propre et pas cher, on arrive à ce genre de résultats. Et quand on fait analyser les plateaux, il est assez fréquent de voir que les plateaux sont pas assez riches, notamment en lipides, et donc, enfin, pas assez en calories. La conséquence de ça, c'est que les patients ne couvrent pas leurs besoins énergétiques. Posez votre question. Mais oui, ma question c'est,
la dénutrition en milieu hospitalier, ça touche 2 millions de personnes. Il y a certains services où il y a carrément 50% de patients qui sont en état de dénutrition. C'est-à-dire déjà, ils sont affaiblis quand ils arrivent, mais alors en plus, ils s'affaiblissent à cause de ça. Vous qui êtes hypocondriaque, Michel, mais je reste pas vous longtemps. devriez savoir que la nourriture, c'est la santé. Bien manger, se faire plaisir, c'est déjà la base de la santé et de la guérison. Alors, je vous signale d'ailleurs qu'il y a une pétition pour ça, hein, pour justement essayer de faire en sorte d'améliorer ça. Le professeur Éric Fontaine a essayé de faire en sorte que les 2 € supplémentaires qui vont être donnés au forfait hospitalier aillent pour la nourriture. Je suis sûre que vous allez signer et qu'enfin vous allez dire que tout de même, bien manger, c'est la santé. Mais évidemment, mais moi, il y a des choses que j'aime, que je pourrais les manger tous les jours. Moi, j'aime bien les pâtes et les coquillettes qu'on sert à l'hôpital. J'aime bien le... Ça, il cinglé. Non, mais j'aime bien la compote. C'est formidable, la compote. C'est notre enfant. J'aime bien les yaourts. Les yaourts. Et une bouteille d'eau minérale d'une grande année à l'hôpital Foch, c'est magnifique. Oui, grande année, le millésime Coco. Non, mais c'est vrai que, compte tenu de ce que fait votre mari, je comprends que vous soyez effondré. Ouais. Mais bizarrement, je continue à manger ça, même en dehors de l'hôpital, par exemple. Quelques carottes râpées. Non, carottes râpées, magnifiques. Et des endives, vous avez vu les recettes mais j'adore les endives, mais pas n'importe quelles endives. Mais les endives... Faut reconnaître qu'il est plus en forme que ton mec. Oui, mais là, pour le coup, je rejoins totalement Johnny. Il est en forme, hein. Non, mais vous allez me dire comme Johnny qu'elle vit de con. D'accord, mais... Oui, on te le dit. Je vous assure... S'il aime ça, si ça lui fait plaisir... Non, mais un bon bouillon de légumes qui rappelle l'enfance. Avec du poisson, je ne mange pas de viande, des endives. Il y a un journaliste belge qui est venu m'interviewer il y a 3 jours pour mon livre. Je l'ai reçu chez moi, il ne sait pas comment me remercier. Et à la fin, il m'a offert un cadeau avec une belle boîte métallique. Je dis, c'est un belge, du chocolat belge. J'ouvre, il y avait des endives. Mais c'est magnifique, les endives. Il m'a offert des chicons. Des chicons, c'est... Regarde la tête. Non, mais les endives à l'eau, les endives grillées, les endives en salade, les endives béchamel. La vérité, je préfère vivre 5 ans de moins que toi et bouffer ce que je bouffe. Non, mais enfin, entre nous, soit dit, je comprends son refus de Berlusconi. Il mange pour pas cher. Oui, t'as raison. Franchement. Et maintenant, c'est la question du 7e mercenaire. C'est Patrick Sébastien. Magnéto, Serge. Bon, d'abord, faire un bisou à Michel. Lui dire que je l'aime beaucoup, que je connais toutes ses angoisses, toutes ses envies, que j'ai infiniment de respect pour lui parce que ça a été une de mes premières télés. Michel, justement, je vais faire un peu le nostalgique, mais je voudrais te demander, je sais les gens qui te manquent, ton frère et puis plein d'artistes qui te manquent, beaucoup qui sont partis récemment. Qu'est-ce qui te manque le plus d'avant, hors les gens qui te manquent? Qu'est-ce qui te manque le plus de l'époque passée, sans être totalement nostalgique? Est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que c'est tout simplement l'âge qui passe? Qu'est-ce qui te manque le plus, à part ceux que tu aimais? Les études. Voilà. La vérité, c'est ça. C'est que ça fait des années que j'essaie de combler ce trou béant. Je comprends très bien. Entre 8 et 17 ans, je n'ai rien foutu. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'ai écrit là-dessus. Oui. Je suis allé voir Amsi. Amsi, dans les années 52, il fallait de Barjot. Mon père m'envoie faire Amsi en disant, mais comment ça se fait? Il apprend rien, il s'intéresse à rien, il fout rien. J'arrive, et mon père, qui était très impatient, qui n'avait pas de patience du tout, qui ne comprenait pas pourquoi je foutais rien, il a dit à ma mère, ben voilà, regarde ce qu'il a dit, le psy. Inapte à tout effort intellectuel, à orienter directement vers une profession manuelle. Donc mon père, ce qu'il a dit, profession manuelle, allez hop. Tu as fait des études de dactylo? Oui, bien sûr, mais j'ai fait plein de petits boulots. Et j'ai pris en grippe les intellectuels. Et il y en avait chez moi. J'ai pris en grippe tous ceux qui savaient, et maintenant je le regrette, parce que qu'est-ce que ma mère aurait voulu que Le Monde, Télérama et Le Nouvel Observateur parlent de moi plus tôt. Maintenant qu'on parle de moi en disant « je suis pas si naze que ça », ma mère n'est plus là pour le voir. Mais ce qui me manque le plus, c'est ça. C'est de ne pas avoir fait d'études, et surtout, de ne pas avoir été médecin. Mon grand regret... Arrête tes conneries, si tu avais été médecin, tu ne serais pas là. Mais si tu avais fait des études, tu as fait Sciences Po, tu n'aurais jamais eu la tendresse que tu avais pour toutes les vedettes que tu as reçues. Non, mais parce que moi, j'ai tellement le goût des gens et des vrais gens mais que je voulais être médecin. Non, je voulais être médecin généraliste. Sur scène, à un moment donné, je rends hommage à mon père, j'ai la blouse de médecin qui m'a été passée par Patrick Pelou. Non, franchement, si c'était à refaire, je regrette de n'avoir rien foutu. Ça me manque beaucoup.
j'ai des grands complexes, j'ai le petit vernis culturel des gens de télé. À force, oui. Mais ça me manque beaucoup, ça me manque. Ma mère me disait, t'as vu le sommet du Grand Échiquier samedi de Chancel? Rostropovitch, Rubinstein, Mehdi Mesplé, et toi tu as quoi? Alors moi je disais, j'ai François Valéry. Et elle me disait, c'est le fils de Paul? Je dis non maman. J'ai Hervé Villard. Hervé Villard. Ma mère me disait, est-ce que c'est le fils de Jean Villard? Non. Je dis maman, Caprice c'est fini. Elle savait même pas que ça avait commencé. Voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité. Fil rouge maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies, et inversement. C'est fake, no fake. Alors, Michel Drucker, vous avez beau être l'une des coqueluches des Français, vous n'en êtes pas moins hypochondriaque, comme Woody Allen, Alain Delon, Michael Jackson, Franck Dubosc. Alors, pour trouver une solution à votre hypochondrie, à vous et aux chroniqueurs, de dire si ces remèdes sont de vrais remèdes ou s'ils sont faux, d'accord? Alors, on commence. Pour améliorer sa digestion, l'actrice Jennifer Lopez sniffe de l'huile de pamplemousse à chaque repas. Fake. Non, c'est bon l'huile de pamplemousse en général. C'est un bon Toi, truc. tu dis? C'est un bon truc, ouais. Tu dis no fake. Non, parce que ça guérit des tas de trucs. Ouais, qui a dit fake? Bah, c'est le problème, c'est sniffer. C'est sniffer, Autant ouais. elle peut en prendre. Ah, elle sniffe, elle C'est sniffe. pour soigner quoi? Des problèmes d'intestin? C'est pour améliorer sa digestion, en fait. Et elle sniffe de l'huile. La question est tellement con que j'y crois. Non. Ah oui, oui. Ah, j'y crois, ça C'est là que je vois ta perversion. Mais bien sûr, j'y crois. Ça doit être compliqué à sniffer un truc. Eh bien, c'est vrai, excusez-moi. Bravo, Belnadel. L'acide citrique contenu dans le pamplemousse, ça détruit toutes les particules grasses. Bien sûr. Et finalement, ça évite les ballonnements. Notamment ce qui l'acide fait qu'elle a un gros cul, mais pas un gros ventre. Voilà. Bon. Pour ai connu de remodeler pire. ses fesses, Madonna, Michel, utilise une louche avec laquelle elle compresse ses masses graisseuses. C'est tellement con que j'y crois encore. Non, c'est fake. Michel Drucker, C'est très l'ami des stars. Oui. Ben, moi, quand je l'ai connue, elle avait 17 ans, elle dansait à Cannes, elle a dansé dans une émission derrière Patrick Hernandez, Born oui, to c'est be vrai. Alive. Donc je la connais depuis très très longtemps. T'as raison. Et elle est assez folle pour faire ça. Non, c'est fake. C'est fake, c'est faux. Elle n'a pas de masse graisseuse. Voilà, Madonna n'utilise pas de louche pour raffermir ses fesses. En revanche, elle utilise, c'est vrai, des fourchettes pour raffermir son visage. Un jour, elle va se crever un œil. Elle va se crever un œil parce qu'elle va être défoncée, elle va pas faire gaffe. Voilà. Alors, pour éviter d'avoir des poches, ça, c'est un sujet qui concerne Michel Drucker. Ah ouais. Pour éviter d'avoir des poches au réveil, l'actrice Sandra Bullock utilise une crème anti-hémorroïde autour des yeux. Ça, c'est vrai. Oui, c'est sûr, absolument. Ah Non, oui, ça, c'est vrai. vrai, c'est connu. Oui, mais c'est connu. Le premier à avoir commercialisé ça, c'était Yves Rocher. Ouais. Oui, Je le c'était fais. sa recette Tu de le sa fais. Je grand-mère. le fais. Et alors, bah, c'est bien, Marc. Ma taille tête de cul. Oh, arrête, elle est ravissante, arrête. Mais non, C'est mais... une très bonne actrice, Alors, dans des Claude bons films. Elle François parle de- a soigné ses baisses de régime en s'injectant un produit à base de testicules de C'est taureau. vrai, c'est vrai. absolument C'est vrai, C'est vrai. Oui, C'est vrai. absolument. Bah, c'est dans le livre de Michel. Oui, Ouais, c'est dans c'est les dans le Je livre. vois ouais. ce qu'on lui livre, c'est bien, Oui, bravo ça. Il y Monia. a des taureaux qui venaient de De Roumanie. Roumanie comme toi. Tu ne fais pas ça, toi? Non, Non. non, mais si je faisais ça, ma femme me foutrait dehors parce que toucher à des attributs de taureau, Oui. j'aurais intérêt à faire gaffe Oui, aux miens. oui, d'accord, ouais, d'accord. Qui a gagné? Eh bien, tout le monde a gagné. Voilà. Jacques Martin, ça c'est l'école des fans. L'école des fans. C'est la première fois que je gagne. Et voilà, on se retrouve après la pub dans la deuxième partie des Câlins du dimanche. Face aux mercenaires, Michel Drucker. A tout de suite. Rebonsoir, les Câlins du dimanche, re-bienvenue
dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, J. Delnadel et Pierre Licia. Ce soir, face aux 6 mercenaires, Michel Drucker. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Alors, chaque semaine, nous vous proposons le tour du monde des images les plus slovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo et vous réagissez après, c'est tout con. J'ai compris. Direction les États-Unis. Magnéto, Serge. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. On n'a plus le droit de rien faire. Ouais, c'est ça. Franchement. C'est vrai que les selfies sont plus meurtriers dans le monde que les attaques de requins. Non, mais c'est vrai. Le pays où il y a le plus de morts à cause des selfies, c'est l'Inde. Et d'ailleurs, Bombay, depuis l'année dernière, a créé des espèces de no selfie zone, des endroits où il est interdit de prendre des selfies parce que c'est à côté d'une falaise. Donc maintenant, il y a un panneau, c'est écrit no selfie zone. Direction la Bolivie, Magnéto, Serge. I find myself in a desert of ice and flames, and I wonder what is my blame. Could you help me to leave this place out? I find myself in a desert of ice and flames, and I wonder what is my blame. Could you help me to leave this place out? Qui s'écroule. Jésus n'a jamais marché sur l'eau, il était juste en Bolivie. Bien entendu, c'est marché sur du sel en fait. C'est d'autant plus ironique que la Bolivie n'a pas l'accès à la mer. Oui. C'est une vieille bataille. du Chili. Voilà. Et voilà, justement, direction le Chili. Magnéto, Serge. Des animaux qui sont dressés dès leur plus jeune âge à faire chier les gens. On est quand même là au niveau de conneries. Parce que... Tu veux les faire piquer aussi? Non, mais c'est pas ça, c'est que dans tous les pays du monde, il y a des chiens qui travaillent. Bon. Mais le génie de communication de l'armée chilienne, qui quand même essaie de se refaire une oralité depuis 45 ans, c'est de les faire parader. Dans le défilé militaire du mois de septembre. Alors du coup, ça devient un événement en ligne. Oh, les petits toutous. Non, mais surtout, Raquel, il y a un truc que tu comprends pas, c'est que là, tu montres des chiens qui travaillent, mais il y a surtout beaucoup de gens qui travaillent comme des chiens. Ouais. Oh, bien dit, ma chère. Direction les États-Unis. Magnéto, Serge. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. Et voilà. Donc, si vous donnez vos organes, vous serez une star dans l'hôpital. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est assez motivant? Pourquoi pas? Moi, je prendrais bien le foie. Ah non, c'est le foie, c'est moi. Qui veut le cœur? Ouais. Moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Les seins, ils ont été... Non
Je te l'ai amené sur un plateau. Est-ce que je peux sympa, non, mais est-ce que je peux vous dire que c'est une scène touchante? Bien sûr, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé très touchante cette scène. Moi, je trouve que c'est la marque de la civilisation. Vous savez, on est sorti de la préhistoire, on est entré dans l'histoire par les rites mortuaires. Les personnes qui se font enlever comme cet homme des dizaines d'organes, ils ne sont pas les mêmes physiquement pour la cérémonie mortuaire classique. Et le fait qu'il y ait une sorte de pré-cérémonie collective comme ça, je trouve ça merveilleux. Non mais Thierry, vous posiez la question si Michel voulait donner ses organes. Vous savez que là, tous en France, dans la loi, on est tous censés être consentants. Oui, on est donneurs, bien on sûr. est donneurs obligatoirement. Et ceux qui ne veulent pas, il faut aller pendant son vivant Juste dans un le truc, refus. moi je vous le dis, mais bon, ferez ce que vous voudrez, mais mon foie, honnêtement, c'est pas la peine. Direction la Russie, Magnéto, Serge. Ah, c'est horrible. Ah ben là, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je comprends pas qu'on puisse faire des trucs pareils. Il y a 1 million, mais c'est 1 million qui suivent sur Instagram. Mais c'est sa liberté, tu me fais marrer. Le problème, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est parce que maintenant on peut filmer attends, ce genre de choses que ça devient un exemple et donc un spectacle. Alors qu'autrefois, il y a toujours eu des êtres humains qui se sont déplacés parce qu'ils avaient envie de sensations, ça les regardait. Voilà, c'était le zapping des terriens. Alors cette semaine, cri d'alarme des associations qui recueillent les animaux, les refuges saturent. Alors, ont-ils une vie de chien? Pierre Licia a enquêté. Magnéto, Serge. « 2017, année record, 42 300 animaux ont été recueillis dans les refuges de la SPA. Ce chiffre est en constante augmentation depuis maintenant plusieurs années. Je suis ici à Chamarande, en Essonne, pour tenter de comprendre comment la SPA fait face à cette nouvelle situation et surtout pourquoi autant d'animaux sont abandonnés chaque année. Ici, dans votre refuge, vous êtes à une capacité d'accueil qui est déjà atteinte. Dépassée concernant les chats et pas encore optimale pour les chiens. On est surchargé, on a encore beaucoup de chatons qu'on ne devrait pas avoir. Si chaque particulier pouvait faire stériliser son animal, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est sa première visite là, depuis son Voilà. Lui, il n'a pas été vu donc avant qu'il puisse être adoptable. Les chiens ils doivent toujours passer par le vétérinaire et on les castre d'office parce que voilà, la SPA s'engage à limiter la multiplication des populations. Quels sont les motifs d'abandon ? Alors, nous avons les personnes qui se séparent. Elles sont persuadées qu'elles ne peuvent pas assumer l'animal. Les décès aussi, les personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus s'occuper de l'animal. Et puis des gens qui n'arrivent plus à faire face avec un chien qui va trop tirer en laisse, par exemple. Ils vont dire, bah non, il est plus gérable, on va l'abandonner. Quand on nous appelle, c'est vraiment un dernier secours et que les gens, ils ne veulent plus entendre quoi que ce soit. Ils sont épuisés, fatigués, ils ne veulent plus rien faire. Vous appelez pour avoir des conseils avant d'envisager de l'abandonner. Moi, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est de le faire castrer, votre chien, déjà. D'accord, donc vous ne souhaitez pas forcément plus vous investir. Ok, donc c'est noté. Donc nous, pour l'abandon, par contre, on va vous demander une participation de 130 € en espèces ou carte bancaire uniquement. Vous
Vous avez beaucoup d'animaux comme ça qui sont abandonnés parce que les propriétaires les considèrent d'abord comme des jouets et puis une fois que les enfants ont grandi, qu'ils en veulent plus. Oui, on en a beaucoup. Trop. Non, oui. Ouais. On est dans une société de consommation. Là, on le ressent énormément. C'est on prend, on jette. Par exemple, on a Balto, c'est un typé malinois husky de 6 mois qui vivait uniquement sur le balcon. La fenêtre était fermée, il y avait le volet qui était complètement descendu et le seul contact, c'était ils ouvraient pour passer la gamelle et c'est tout. Là, l'avantage, c'est le fait de le mettre avec d'autres chiens. Il va apprendre la vie, il va apprendre à communiquer correctement et qu'il a plein de choses à découvrir et il a perdu du temps quand même. Vas-y. Non, mais tu respectes un peu, là. Oui, respecte-moi quand même. Mais il a l'air tout gentil, ce Bouli. Ah bah, ça fait, il a peut-être 8 ans de boxe, celui-là. C'est un chien, malheureusement, et en fait, il a grandi en refuge. Il a connu que ça, quasiment. Et du coup, un chien comme ça, qui est là depuis 8 ans, vous n'avez pas peur qu'il finisse ses jours Ce serait un grand échec. Il y a un risque, ça, clairement. Et puis là, demain, il peut mourir d'une maladie quelconque. Si vous avez un message à faire passer, s'il faut sauver Bouli. Ah oui, il faut sauver Bouli. Bon, Michel, les animaux, c'est toute votre vie. Ah oui, j'avais déjà des chiens petits, puis j'ai rencontré ma femme. Alors là, bon, c'était sa passion folle. Et maintenant, en Provence, dans notre petit refuge personnel, il doit y avoir une trentaine de chiens, trentaine de chats. Mais attendez, il y a 30 chiens chez vous? Oui, absolument. Il y a des ânes, il y a des animaux abandonnés, il y a des animaux martyrisés. Mais c'est Brigitte Bardot, votre femme, ou Dany Saval? Pas loin. D'ailleurs, ils communiquent souvent ensemble. Non, mais moi, ça me bouleverse toujours parce que c'est des êtres vivants. Franz a écrit là-dessus. Ce ne sont pas des objets, les animaux. Abandonner son animal parce que ça ne vous amuse plus, quand vous prenez un animal, c'est un vrai engagement. Elle a entendu qu'on parlait d'elle. Non, mais cela dit... Isia. Bien, cela dit, vous allez trouver surréaliste ce que je vais vous dire. Si c'est la carrière que je fais, dont la longévité ne cesse de m'épater moi-même, c'est aussi grâce aux animaux. Elle me calme, elle m'enlève mon stress, elle est extrêmement intelligente, elle comprend tout. Elle n'a pas raté une seule émission Les Terriens. Et regarde la télé. Non, mais ne plaisantez pas. Mais je plaisante pas, je suis admiratif. Vous allez me prendre pour un dingue. Non. Les chiens ont une intelligence, celle-là. C'est une agence incroyable. Elle vient de loin. C'est une slave. Elle comprend tout. On n'a pas besoin de se parler. Elle connaît tout de moi. Mais là, elle est contente parce qu'elle sait que tu dis du bien d'elle, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, elle adore passer à la télé, surtout. Franz, ce qui est étrange, c'est qu'on vient de découvrir que l'intelligence animale, c'est quelque chose qui n'existait pas pratiquement il y a 50 ans. On n'a jamais autant écrit sur l'intelligence des animaux. Et aujourd'hui, les scientifiques sont en train de nous apprendre tous les jours de nouvelles choses sur, par exemple, les bovins qui se reconnaissent, le porc qui est extrêmement intelligent, qui est considéré maintenant comme des 10 animaux les plus intelligents de la planète. D'ailleurs, loin devant le chien, qui ne se reconnaît pas, loin devant le chat. Pierre? Il y a un chien en Essonne, pas très loin de Paris, du coup, qui est en cage, en tout cas dans un refuge depuis 8 ans, qui n'a connu que ça de toute sa vie. Ma question, c'est est-ce que vous êtes prêt à adopter Bouli? Vous allez me donner la fiche, je vais rentrer chez moi et on va voir ce qu'on peut faire. Vous aurez une réponse dans les 24 heures. Et en plus, je suis certaine que grâce à ton reportage, on aura des téléspectateurs qui vont tester. Non mais, cela dit, il ira en Provence, il n'a rien contre la Provence. Non. Non, mais on va bien s'occuper de lui. Non mais au-delà de ça, et j'aime bien ton reportage, mais qu'est-ce qui peut se passer, entre nous soit dit, dans la tête de quelqu'un qui est capable d'élever son chien et ensuite de l'abandonner? Non mais moi je trouve ça proprement effrayant dans l'immoralité. Un type comme ça, pardon de cette banalité, il est capable de tout, à mon avis. Dans le reportage, on voit les justifications. Par exemple, une vieille dame séparation, qui n'est pas capable de physiquement tenir son chien parce qu'elle chute. Les abandons avant les vacances, voyons. Ça, on est d'accord. T'as 40% des abandons de l'année qui sont faits sur les quelques semaines de grandes vacances. Voilà. Pourquoi ? Parce que les gens qui considèrent déjà leur animal comme étant un poids pour eux se disent je vais pas en plus trouver un moyen de garde, devoir le payer. Donc j'appelle la SPA, ça me coûte 130 € et je peux abandonner mon animal. Il y a des gens qui ne font pas cet effort-là de payer cette somme de 130 € et qui l'abandonnent sur la voie publique. Authentique salaud. Authentique salaud. Un abandon sur la voie publique, c'est considéré par la loi comme un acte de cruauté et c'est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ouais. Sauf que... On ne chope jamais. Il y a une impunité totale sur les abandons d'animaux domestiques sur la voie publique parce qu'effectivement, c'est hyper compliqué de prendre le flagrant délit et du coup de condamner. Donc il n'y a pas de condamnation. Et donc les gens continuent, et notamment avant les vacances, à abandonner leurs animaux. Monia? Je trouvais ça très touchant quand vous parliez d'Isia. Je voulais savoir si est-ce que Isia est dans votre testament? Non. En tout cas, dans mon testament, je voudrais que
que tous mes animaux continuent à être bien traités. Attends, Michel, une Ça, question, c'est clair. Michel. Et je mettrai peut-être le nom de gens que je connais et je sais qu'ils s'en Michel, occuperont bien. tu as fait ton testament? Ouais. Tu veux savoir ce que je te laisse? Laisse-moi La télécommande. un sourire. Merci Pierre. Merci Michel. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que Michel Drucker anime Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain, toutes les semaines, à 14h15 et 15h30 sur France 2, que Michel Drucker publie Il faut du temps pour rester jeune, un livre paru aux éditions Robert Laffont. Merci. Merci Michel. Merci Thierry. Merci de ton accueil. On se connaît depuis très longtemps. À chaque fois que je viens te voir, on passe un bon moment ensemble. Oui. On est dupe de rien. Oui. On sait tout sur tout Oui. le monde. On sait tout, mais on dira rien. Voilà. Mais j'ai découvert ton équipe. Ah, ils j'ai sont découvert ce formidables. jeune homme qui a un côté Clark Gable. le jeune. Ouais, il est magnifique. C'est vrai. Et puis je terminerai, puisqu'on a parlé de mon livre, très gentiment. J'ai une citation de Groucho Marx sur mon bureau. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Ah, bravo. Merci. Merci Michel. Voilà. Michel Drucker, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est le débrief de l'invité. Maintenant qu'il est parti, on va pouvoir dire du mal de lui, mais c'est dur, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire de négatif sur lui? Écoute, moi je suis très emmerdé. En fait, tu cherches bien, tu vois pas vraiment le Non. défaut. Non, mais- Et puis alors, ce que j'aime bien chez lui depuis toujours, hein, c'est qu'il reconnaît ses lacunes. quoi. Ouais. C'est extraordinaire. Il dit une qu'il a grande pas de humilité, culture, quoi. ouais. Il a une grande humilité. C'est vrai qu'il vit, il a vécu toujours au milieu de monstres. Ouais. Et de monstres qu'au fond, il admirait. Et moi, j'avoue que j'adore les Ça la gens nourrit, qui ça la admirent. nourrit, en fait. Et Non, c'est mais tellement parce qu'il rare, a l'admiration, il ne cache pas son admiration. Ouais. Pour ça, il est merveilleux. William, qu'est-ce que tu pourrais dire de pourri sur lui? Non, je peux pas. Non, mais en tous les cas, Comment un truc dégueulasse, quoi. Je peux pas. Non, mais comment veux-tu? C'est mission impossible. J'ai beau avoir une réputation de grande méchanceté qui n'est pas usurpée. Mais t'arrives pas des emplois fictifs. Mais là, un truc comme ça. j'ai du mal. Non, mais plus sérieusement, il se fait beaucoup d'illusions sur les études. Ce type-là a une grande intelligence de la vie et des gens sans avoir fait d'études. Et il aurait fait des études, il ne serait pas plus Je suis intelligent. d'accord avec toi. Ça n'a pas de sens. Il a Non, mais- étudié la vie. Non, mais le secret de sa réussite, c'est qu'il arrive à avoir une équation impossible. Je l'ai vu là. C'est une bête de télé et en même temps, il est totalement naturel. Et c'est une équation impossible. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est une bête de télé, surtout. Exactement. Natacha, dis un truc pourri sur Michel Drucker. Je sais pas, quand on pense à tous ces jeunes qui espèrent faire de la télé et qu'il y en a qui s'accrochent, qui gardent le poste, c'est honteux. C'est pas qu'ils s'accrochent, C'est un vrai c'est qu'ils- scandale. le public Ben les non. aime. Ben voilà. Monia, dites-moi un truc pourri sur lui, là. Bah, là, bizarrement, je vais être dans l'émotion, parce qu'en fait, il y a un moment dans l'émission, je me suis vue dans 50 ans, avec mon enfant, en train de lui dire que j'ai vécu ce moment-là, et qu'il y avait Ardisson et qu'il y avait Drucker. Et sincèrement, moi, je suis arrivée jeune de Tunisie, j'ai appris le français en regardant la télé, j'ai appris le français en vous regardant, vous, le samedi, et en regardant Drucker le dimanche. Et je pense que je peux arrêter la télé maintenant, parce que c'est bon. Voilà, c'était le débrief de l'invité. Ça balance aussi. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Palciot. Ça va Tanguy? Ça va bien, toujours, moi, ici. Je suis Vous heureux. descendez bien l'escalier. Ouais, hein. ouais, j'ai essayé, ouais. De... Contrairement à l'autre con, là. Ah, c'est un Ouais, hommage, bravo. quoi. C'est bien. Moi, je rends hommage à mes aînés, vous Ouais, savez. c'est bien joué. Et Faut le faire maintenant, pour mesdames, qu'ils sont messieurs, on passe à Pastureau. Être président, c'est compliqué. Un jour, on est heureux, léger, comme le serait José Bové s'il rasait tous ses poils. Le lendemain, on est plombé parce qu'il faut bosser. C'est l'histoire de la vie de notre Macron.
Bon, parce qu'il est allé en Arménie, hein, et là, c'était super. Il a montré toutes ses dents, il en a 135. Il peut prendre un écureuil sur un concours de grignotage de pommes de pin. Avec Brigitte, tout en rouge, vous la lâchez comme ça lors d'un taureau piscine, c'est un carnage. Alors, un Macron très expressif, il a fait travailler l'ensemble des muscles de son visage. C'est le seul qui peut se faire un claquage de la joue droite. Ensuite, les médecins lui disent, écoutez, on avait vu ça une seule fois avec Clara Morgan, 2001, la mâchoire, mais c'est tout. Puis, à un moment, ils ont dû prendre du GHB. La soirée est partie en vrille. Brigitte s'est dit, allez, on n'a qu'une vie. Moi, il me reste quoi, 10 ans à tout casser, à avoir la patate. Même si on met du Larousseau, Zarma, je danse. Et elle s'est mise à bouger du boule. On serait cru dans un mariage tunisien, avec Macron plus 2 obsédés venus la coller, dont le prince Albert de Monaco, qui est chaud. Hein, il a la vue d'une calzone. Si on l'ouvre, il y a le jambon en train de bouillir à l'intérieur. Ensuite, ils ont fait une gavotte avec un Africain et une dame voilée. C'est à ça que ressemblerait la pub Benetton si c'est Nolwenn Leroy qui était chargée du tournage. Ils se sont éclatés. Alors, le reste de la semaine, était nul à côté. Hein, ils ont reçu le président coréen, celui du Sud, parce que celui du Nord était occupé à boire des picombières avec Depardieu. Brigitte a dit à la première dame, mais c'est quoi cette robe de merde? You don't know Vuitton, motherfucker? Et elle l'a traîné au Louvre, où ils ont admiré un portrait du Macron d'avant. Alors, peu de choses ont changé, si ce n'est que Macron, lui, ne porte pas de leggings, là, comme l'autre, ou alors le soir. Tard. Puis Macron a fait son remaniement qui a consisté à nommer le plus d'anonymes possible. Didier Guillaume, Jacqueline Gouraud, Christelle Dubos. Hein, elle va travailler avec Agnès Buzyn, qui du coup devient la plus célèbre de son ministère. Didier, Jacqueline, Christelle, Gabrielle, Agnès... Que des prénoms du calendrier, c'est la génération Zemmour. Une brochette de blancos. Toute l'année, ils nous gonflent avec la lutte contre les discriminations. Jamais, eux, ils prennent un Amadou, une Jamila. Faites ce que je dis, etc. Enfin, Macron nous a parlé à la télé, mais ils n'ont plus de budget. Maintenant, ils font ça sans lumière. Hein, on aurait dit Belphégor dans une backroom. La prochaine fois, en plus, il n'y aura pas de son. Ça doit être un coup d'État super lent. Ils sont en train de le faire disparaître petit à petit. Un coup d'État super lent, c'est bien. Alors, ils aiment Macron, qu'il soit en folie en Arménie ou tranquillou chez nous. Ce sont les Macronphiles. Bruno Le Maire, d'abord, a visité une usine de sucettes. Hein, au départ, c'est tout mou, puis ça durcit. La sucette est l'antithèse de l'homme. Alors, pour l'occasion, Le Maire avait revêtu une kippa taillée par des Marseillais parce qu'ils ont vu trop grand. Et les mecs l'ont fourré dans du plastique. Hein, maintenant, moi, à chaque fois que je descends les poubelles, je me demande s'il n'y a pas Le Maire dedans, tellement ça ressemble. Hein, je dis Bruno, Bruno. Tous mes voisins pensent que je parle à mes épluchures. Édouard Philippe, lui, a visité une start-up. Les gens ont commencé à lui parler, mais il s'est mis sur la nouvelle saison d'Orange is the New Black, un biopic sur l'avenir d'Isabelle Balkany. Gérald Darmanin a rendu visite au douanier dans un aéroport. Il a fait ses courses, 4 cartouches de clope, de l'alcool, de la bœuf et du Viagra. Maintenant, il fait l'amour à sa corbeille à papier à 3 grammes. Des trucs de son âge. Résultat, quand un douanier lui a serré la pince, il lui a dit « Bonjour madame, il est beau votre salon ». Les yeux à demi fermés, en pleine descente. Ensuite, il a sauté du 4e en hurlant « Je suis une putain de mouette ». Puis, il a visité un service des impôts pour expliquer pourquoi la baisse de la taxe d'habitation a fait en sorte qu'elle est remontée pour tout le monde. Hein, il a salué un monsieur immatriculé dans le dos. Lui, s'il court un peu vite le long de la route, il se fait flasher. Stéphane Travers, vous vous souvenez, ministre de l'Agriculture jusqu'à mardi, alors lui, il a cuisiné. Hein, c'est un fongestif, il a changé de métier. Il a fait des macarons avec une poche plastique. Normalement, là-dedans, il y a Bruno Le Maire. Hein. Mais cette fois, c'était de la pâte. Visuellement, il n'y a pas une énorme différence. Il a aussi fait flamber de l'alcool. Regardez. Oh, alors, c'est bien qu'il n'ait pas de cheveux, hein, parce que sinon, là, il prenait feu. Paul Naref fait ça, direct, il part en torche. Puis, il s'est fait virer et a dit au revoir à ses équipes du ministère de l'Agriculture. C'est Ségolène Royal qui était chargée de lui acheter un cadeau. Elle a choisi du glyphosate. Ça marche toujours, les glyphosates. Les gens adorent ça.
Elisabeth Borne, ministre des Transports, a découvert le vélo à hydrogène. Alors c'est astucieux, il marche à l'eau, comme personne autour de cette table. Si Christopher Froome, après sa picouse du matin, urine dans le réservoir, le vélo monte à 260. Marlène Schiappa, elle a retrouvé la députée Laetitia Avia pour, regardez c'est marqué, avancer sur l'application de la loi sur l'outrage sexiste avant la réunion hebdomadaire des marcheurs de la circonscription du 12e à Paris. C'est le nouveau nom pour dire « on va déj ». Donc elles ont fait un concours de croisement de jambes. C'est typiquement féminin. Jamais Castaner ne se tiendra comme ça. Ou alors c'est qu'il a des hémorroïdes. J'essaye d'énerver Schiappa parce que dès qu'on se moque d'elle à la télé, elle vous taxe de sexiste. Alors que moi, je suis loin d'être sexiste. Mais ça, elle le sait pas, cette grognasse. Jean-Yves Le Drian, sinon, s'est rendu au Vatican. Il a rendu hommage à Paul VI. C'était la suite du 5, donc moins bien. Les religieux lui ont dit « Qu'est-ce qui va pas, mon fils? Parle librement ». Il a répondu « Mais ta gueule, c'est ma tête ». Mais le grand gagnant des Macronphiles, c'est Cricri, Castaner, notre loulou. On l'a vu grandir. Il y a encore 10 ans, il était chanteur disco. Et là, il est place Beauvau. C'est le premier intermittent du spectacle à cartonner comme ça. Demain, ils vont foutre Zaz à l'écologie. Alors Castaner a fait sa passation de pouvoir avec un inconnu. Même lui n'a pas été capable de dire qui il était. Ensemble, ils ont fait la courte échelle à leurs amis imaginaires. D'ailleurs, Castaner s'est tenu comme ça toute la journée. Quand il a appris qu'il était ministre, il a dû jouir. Ses mains sont restées collées. Alors, on dit souvent que Castaner est la marionnette de Macron. Mais en fait, non. On voit bien que c'est celle d'Édouard Philippe. Alors enfin, Jean-Michel Blanquer, qui reste à l'éducation, a accueilli dans son équipe Gabriel Attal. Il lui a dit « Bienvenue pour ton stage de 3e, va me faire un café ». Il a fallu lui expliquer qu'Attal était en fait secrétaire d'État. Il a 29 ans. Il n'était pas né que Jean-Yves Le Drian lisait déjà le magazine Pleine Vie. Darmanin à côté, c'est le père Fouras en soins palliatifs. Il est tout petit. Il déteste Macron parce qu'eux n'arrivent à rien. Ce sont des losers. À l'âge de Gabriel Attal, ils glandaient dans leur lit en fumant des bédos. Ce sont les macronphobes. Avec Nadine Morano, qui a voté lors d'un scrutin interne de son parti. Elle est sortie de l'isoloir déguisée elle-même en rideau. Chez Saint-Maclou, elle peut rester comme ça 7 mois sans que personne ne la voie. Alors son chef, Laurent Wauquiez, a lui visité un centre de surveillance SNCF. Ils ont vérifié qu'aucun train n'était arrivé à l'heure et ont donc déclaré tout est OK. Marine Le Pen a fait la fête du drapeau. C'est comme la fête du slip, mais avec des drapeaux. C'est moins sympa, mais on reste digne. Alors, pour être sur la photo, elle a poussé la militante la plus raide du monde. Après, ils l'ont mise sur 2 tréteaux et ont bouffé dessus. Dans les macronphobes de gauche, Benoît Hamon a présidé une assemblée extraordinaire de son parti. On le voit au siège du parti, donc chez lui, avec ses fidèles, donc tout seul. Philippe Poutou, le politique en t-shirt à trous, est allé au Mondial de l'Auto. Il a manifesté dans les allées. Donc pour distinguer une voiture de Philippe Poutou, Poutou c'est celui sur qui c'est encore la mode de mettre des autocollants. Yannick Jadot des Verts est lui allé dans le Vexin manifester contre un des 500 000 désastres écologiques du moment. Et des gens portaient des t-shirts résumant son avenir. Pas de carrière. Ah oui, c'est méchant. Et Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, est fan des soirées à thème. Ainsi, il a demandé à parler devant ceux qui ne cassent pas des briques. Sinon, il y avait 3 pattes à un canard, mais il n'a pas trouvé de canard à 3 pattes parce qu'il est sobre. Et puis, parmi les macronphobes, il y a des gens qui misent tout sur la tendresse, le choupinou, le cron-mignon. Ce sont de tendres instants. Martine Aubry, par exemple, la maire de Lille, elle a fait une soirée où elle s'est fait frotter par un gros cœur en peluche. On aurait dit un film X si Disney avait racheté Marc Dorcel. Alors, il y avait aussi un sphincter en mousse, mais il était en pause, et un côlon, mais il était à Lyon. Quant à Jean-Luc Mélenchon, oh, trop kikoulol, il a posé avec un chat Amphise, adopté par la France insoumise alors qu'il était abandonné. Pas de bol, il serait allé au MEDEF tous les jours, il bouffait du pâté de lapin dans une gamelle en or. Là, il subsiste en mangeant de vieux tracts sur Cuba. Alors Mélenchon a quand même trouvé moyen de l'engueuler parce qu'il touchait à son mug. Lui, il arriverait même à s'embrouiller avec un acarien qui squatte son matelas.
Alors le reste de sa semaine a été génial. Il y a plein de gens qui ont débarqué chez lui. Par surprise, il n'avait même pas créé d'événement Facebook. Hein. Mais il s'est encore plaint parce qu'il le perquisitionnait. Il ne sait pas profiter des moments sympas. Regardez, les types étaient bien, ils se sont installés à la cool. Il y en avait un dans le canapé qui regardait la télé vénézuélienne. Un autre a pris un bain. Ils ont fait des croque-monsieur. Ça a failli finir en partie fine. Hein. Mais Mélenchon est tellement coinsos. Ben, il n'a pas voulu. Personne ne me touche. Personne ne sacré, je suis parlementaire. Il est sacré. Hein, il a la vie des vaches en Inde. On n'a pas le droit de le toucher parce qu'il est parlementaire. Alors qu'avant, la plupart devenaient parlementaires parce que c'était le seul moyen pour eux de se faire toucher. Et ça, Mélenchon, se faire toucher, ça l'a énervé. Dans un Emmanuel, il aurait tenu 7 secondes avant de péter le fauteuil en rotin un coup de tête. Il s'est mis face caméra, il a menacé tout le monde. Si on met du NWA là-dessus, on a un clip de gangsta rap. Wesh, on essaye. C'est Fuck the Police, c'était le Yann Moix de l'époque. C'est alors que les potes de Mélenchon se sont enflammés. Ils se sont tous pris pour Jean Moulin. Résistance! 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 On dirait un groupe de soutien pour Bègue en 42. Alors que Coquerel, qui hurle là, mais 3 jours plus tôt, il était bien en compagnie du seul mec qui s'est pris pour un vase. Hein? Regardez à gauche. Mélenchon, pareil, il était zen avec une babacool à doudou qui voulait sauver la planète pour ses pouic-pouic. Hein, le quotidien de la France insoumise, c'est le même que celui des personnels de l'hôpital Sainte-Anne. Ils sont entourés de malades. Des fous. Allez, une petite sélection de Français qui valent le coup d'œil, ce sont les gens d'ici. Avec Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a soutenu les métiers de la boucherie. Elle a assisté au découpage d'une poitrine de cycliste renversée par un bus. Ils bouffent tous bio, donc ensuite ça fait de la viande de qualité. Hidalgo qui a aussi donné le départ d'une course à pied. Elle a tiré en l'air. Tout le monde a cru qu'elle s'était fait retourner par Daesh. Les mecs n'ont jamais couru aussi vite. Un Kényan a fait les 20 km en 5 minutes en hurlant « Je vous promets, j'ai pas de voiture !» Enfin, elle a fait la fête des vendanges de Montmartre. Elle était donc ivre. Hein. Il valait mieux que la course ce soit avant parce que sinon c'était le drame. Fête à laquelle a aussi participé Pierre Licia, qui a bu dans le même temps de l'eau et de la bière alors qu'on fêtait le vin. Hein, complètement à côté de la plaque. Lui, dans une soirée Ibiza, il va voir le DJ pour lui demander de passer du France Gall. Du coup, quand on est déchiré, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ok, on fait l'amour sans protection. Mais surtout, on chante. Et il a chanté. Et il a chanté en Corse avec des Corses. Et derrière eux, un décor bucolique, puisque c'était des saucissons qui pendent. Ce qui fait bien sûr repenser à cette photo de François Rugy de la semaine dernière, même si le saucisson corse a plus de charisme, bien sûr. Tout le monde chante dans cette émission. Raquel, elle chantait. Vous vous souvenez, Raquel? Regardez, c'est beau. Mais là, on a un duo qui est en train de naître, quoi. Il va se passer des choses, c'est The Voice, cette émission. C'est fou. Enfin, un mot sur des gens de là-bas. Avec Harry et Meghan, le couple de chômeurs anglais, qui est allé en Australie parce que c'est payé par la CAF britannique, c'est-à-dire le peuple. Alors Meghan, qui est enceinte, a eu en cadeau une peluche de kangourou. Hein, ils font dans le local. S'ils avaient fait Pattaya, on lui refilait une poupée gonflable avec dedans une MST. Puis Harry a gratté le dos d'un koala, qui est le Mélenchon du coin. Parce que quand on le touche, il fait la même tête que le nôtre. Hein. Mais tous ces êtres, Mélenchon, le koala, ont tort. La vie n'est plus que virtuelle. Alors touchons-nous afin de retrouver ces sensations qui nous manquent. Touche-moi, toi. Touche-moi. Non? Bon, allez, tant pis. Mais vous, chez vous, faites-le. Demain, c'est lundi. Ce sera trop tard. Bonne soirée, bonne semaine. À bientôt. Merci, j'ai Tanguy Passion. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Bravo, Tanguy, bravo. Et maintenant, on va jouer. Oui, la semaine dernière, c'est Franz-Olivier Gisbert qui a gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu.
Vous êtes prêts? Ouais. Attention, là, on n'est pas là pour Alors moi, rigoler. je te dis, aujourd'hui, j'ai le téléphone de Goldanel, parce que je vais essayer de le faire gagner. Attention. Qui a décliné le poste de ministre de la Culture à l'occasion du dernier remaniement? Claire Chazal, Memona Interman, Sylvie-Pierre Brossolette ou Alessandra Sublet? Non, et tu peux pas Non, mais attends. tricher. Non, mais je savais, simplement, attends, je regardais la tête parce que, excuse-moi, non, mais attends. Qui c'est sait pas? tricher. Allez, c'est moi. C'est dans tous les journaux, putain de merde, on C'est à sait, moi. c'est Claire Chazal, en fait. Bah oui. Attends, excuse-moi, c'est au moins un truc que j'ai lu, là. Je suis désolé, moi je ne le savais pas. C'est un truc que j'ai lu, j'ai le trouvé ça savais pas. entre Monia, nous, dingue. je l'ai lu. t'interdis, Tu peux pas dire tu sais ça. que j'ai beaucoup d'affection pour Non, toi. non, mais attends, là, je je savais. t'interdis Non, de bah, souffler attends, ça va. aux deux barbons qui t'encadrent. Non, là, le Charlie, là. Non, attends. vraiment, non, un non, coup à non, lui, un coup à attends. l'autre. Non, mais regarde, attendez, au-delà J'ai raison, de quand la même. tricherie, et tu as raison. Quoi? Quand même, que Claire Chazal, vous êtes d'accord? Mais non, mais... En quoi elle serait moins cultivée que Françoise Nyssen? Ah bah non. Non, il n'y a pas de... Attends, Claire je suis pas Chazal, d'accord. pardonne-moi, énorme journaliste, Ah, non, mais c'est- proche du monde de la culture et du cinéma, elle aurait très bien fait l'affaire. Oui. Et je loue le fait qu'elle ait refusé ce poste. Voilà. C'est qu'honnêtement, entre André Malraux et Claire Chazal, oui, ça y est, de la barre. il y a quand même de la marge, voilà. Tu es injuste avec Claire Oui, je Chazal. perds. Claire Chazal est cultivée. Elle Bien connaît sûr. des tas de trucs, tu la vois partout, elle est intéressée par le théâtre, par la musique, etc. Il y a un seul souci, et ça c'est ce gouvernement, c'est là qui pêche, c'est de la com. C'est-à-dire tu prends les gens vus à la télé, tu les mets ministres, t'as vu le résultat avec Hulot, eh bien, on met un zombie, voilà. Et c'est comme ça parce que c'est pas le même métier, la politique est un métier, C'est putain de merde. exactement ce que j'aurais dû dire. Attention, qu'a déclaré C'est pas terrible. Écoute, Jair Bolsonaro, le sulfureux potentiel futur président du Brésil? grand homme. Les policiers qui tuent des bandits doivent être décorés. La violence doit être combattue par la violence. Je préfère que mon fils meure dans un accident de voiture plutôt qu'il soit homosexuel. Les Indiens ne font rien. Ils ne servent même pas Attends, je sais. à la reproduction. Vas-y. Je suis snob. Oh, c'est pas possible. Mais comment tu fais pour arriver avec mon truc? Ah, vas-y, à toi. Tout. Ouais. Ah, voilà. Encore gagné. Encore gagné. Dès qu'il est question de facho, tu gagnes. Exactement. Il est fou, ce Tout ce qui est national est mien. Non, mais il gagne pour moi en plus, c'est mon esclave. hein. Non, mais C'est ça qui est attends, bien. bien sûr. Non, mais personne ne devrait t'en applaudir soumis. tellement C'est c'est ton soumis. C'est on mon le savait, souvenir. ça. C'est le- Gilles William, non seulement c'est scandaleux de dire des choses pareilles, mais en plus tu devrais refuser ton point Oui. d'avoir Ah, répondu voilà. à la question. Ah, ça c'est bien. Bravo Pierrot. Attention. Quel est le métier de Christian Saint-Pierre, candidat aux élections provinciales de Liège? Cracheur de feu, Ça, je sais pas. acteur porno, imitateur de cris d'animaux fermiers qu'il est pas acteur ou porno. coiffeur visagiste? Elle sait pas, je suis certain qu'elle sait pas. Elle il sait est, pas. imitateur de cris d'animaux fermiers. Non, Les coiffeurs. non. Attends, pardon. Ouais. Encore gagné. Donne-le-moi, donne-le-moi là. Donne-le-moi là. Donne-le-moi. C'est pour Monia. Qui a gagné? Et pourtant, William. Attention, c'est Pour nous, la coupe. Oh, je le sens bien. Qu'est-ce qui a fortement augmenté à Paris récemment? Les fachos. Le prix. Le prix du demi de bière. Le prix d'une passe. Le prix du mètre carré au cimetière ou le prix d'une amende pour exhibitionnisme. Le prix du mètre carré au cimetière. Ouais. Ouais. C'est pour Monia. Goldadel, superstar, avec moi. Goldadel, superstar. Attends, Non, je sais pas. Attends, j'aimerais C'est pas rappeler quand même fini. qu'il gagne grâce à moi. C'est moi qui tape Ouais, depuis tout non, à l'heure. mais hein. attends. Attention. Qu'a fait Donald Trump la je le sais, ça. semaine Ah, mais ça, tu le sais, dernière? ça, Bien sûr, c'est Il a posté une photo de sa brosse à dents sur Twitter. Il avait un énorme morceau de salade entre les dents lors d'une interview. Il a oublié de fermer sa braguette lors d'un discours où il est monté dans un avion avec un morceau de papier toilette Ah bah oui, ça, on le collé sait, à sa ça. chaussure. Pourquoi C'est pas possible. Attends, j'ai répondu. Il a pas répondu, Vous encore. permettez. J'ai appuyé. Attendez. Pour autant que les règles aient encore un sens dans ce pays qui va à volo, mais les j'ai règles rendent appuyé bien. et j'ai un certain temps pour répondre. Il est monté dans un avion Voilà, avec un bravo. morceau de toile. Magnéto, Serge. Regarde là, regarde-le.
Quelle est la spécificité du domaine viticole de la Tour de Pierre au Crest, dans le Puy-de-Dôme? Le domaine vient d'être acheté par George Clooney. Les vendanges se font nues. Le domaine produit le seul vin au monde qui contient de la pierre volcanique. Le personnel du domaine n'est composé que de gens de petite taille. Les vendanges se font nues. Ouais, comment tu sais ça? Justement, j'en parlais avec Natacha à l'instant. On a la photo. Ah ouais. Maintenant, c'est bien ça, j'aime bien. Nous allons savoir. Oui. Stéphane Simon va me donner le nom du gagnant. Je sens le Carlista, vu que c'est le dernier, c'était un super bon William. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi, 19h. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.